en parle, c'est votre talk show interactif en direct qui tous les mois vous réunit. Accompagné de nos invités, nous débattrons pendant 2 heures de différents sujets d'actualité qui vous concernent. Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site fautquonenparle.fr et suivez-nous sur notre page Facebook Faut qu'on en parle. Eh bien, bienvenue dans votre émission Faut qu'on en parle, 2 heures de direct sur des sujets qui vous préoccupent. Et pour cette émission, nous allons nous intéresser au virus. Ces derniers temps, le coronavirus, le Covid-19, fait beaucoup parler de lui, mais il n'est pas le seul virus à nous empoisonner la vie. Nos spécialistes en plateau décrypteront avec nous ce monde microscopique qui pourtant nous terrorise tant. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez toujours réagir sur nos réseaux avec le hashtag FQEP et aussi sur notre répondeur, le 07 839 839 75, non surtaxé tout le temps. Et je me retourne donc maintenant vers la co-animatrice de l'émission, la charmante Mylène. Bonsoir Mylène. Bonsoir à tous. Sommaire. SRAS, grippe A, chikungunya, Zika, Ebola et plus récemment le coronavirus, ces dernières années, le monde fait face à de nouvelles épidémies mondiales. À l'heure des échanges massifs internationaux, comment lutter contre la propagation mondiale des virus ? Tous les États prennent-ils toutes les précautions nécessaires ? Le coronavirus effraie le monde. Comment en est-on arrivé là ? Comment éviter la psychose ? Les États et les médias nous disent toute la vérité. En 2014, un chercheur japonais fabrique volontairement un virus ultra virulent. L'homme ne joue-t-il pas avec le feu ? Est-il un savant fou ou un visionnaire ? Doit-on vraiment créer des agents infectieux en laboratoire pour mieux les étudier ? Beaucoup de virus sont brevetés. Entrons dans les coulisses des laboratoires. Comment découvre-t-on un nouveau virus ? De quelle façon fonctionne un virus ? Comment fabrique-t-on un vaccin ? Et est-il vraiment efficace ? Et enfin, grippe gastro, doit-on se faire vacciner ? Comment lutter et se protéger correctement afin de minimiser ses chances d'être contaminé ? On passe maintenant à la présentation de nos invités. On a Dr Agathe Coleman. Vous travaillez dans le groupe de Chantal Abergel, directrice du laboratoire de l'IGS, Information génomique et structurale au CNRS. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons Jean-Michel Claverie, vous êtes docteur en sciences, professeur et praticien hospitalier émérite au CNRS Marseille, vice-président et cofondateur de la Société française de virologie. Vous êtes aussi spécialiste des virus dans l'environnement et vous travaillez aussi avec Chantal Abergel à l'IGS. Bonsoir. Bonsoir à tous. Docteur Claude Duranceau, praticien hospitalier au sein du pôle SAMU Urgence de l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Bonsoir. Bonsoir. Et nous avons aussi le docteur Wilfried Guardigli. Vous êtes médecin généraliste à la Seine-sur-Mer et vous êtes représentant de l'Union régionale des médecins libéraux. Bonsoir. Et on passe aux chiffres. Alors Luc, en dehors du coronavirus dont on parle énormément en ce moment, peux-tu nous citer quelques virus dans le monde ? Oui, en 2018, on recense 129 espèces de virus impliqués dans des maladies humaines. Le rhume, la grippe, la varicelle, la rougeole, la mononucléose infectieuse sont des exemples de pathologies humaines relativement courantes et d'origine virale. On connaît d'autres exemples bien sûr plus nocifs comme Ebola qui peut tuer entre 25 et 90% des cas selon les souches du virus. La rage qui toujours continue à toucher près de 55 000 personnes par an transmis par la morsure d'un animal contaminé. Il est présent dans la salive. Un vaccin existe, heureusement. Le virus Marburg s'avère mortel dans près de 80% des cas. Et oui, il entraîne des fièvres hémorragiques. On a la dengue aussi, une grippe tropicale qui contamine plus de 50 millions de personnes par an. Le VIH, bien sûr, le sida. Et si on parle du degré de contagion des maladies, un humain peut en contaminer combien d'autres ? Eh bien, on peut noter quand dans le haut du tableau, il y a la rougeole. Une personne contamine entre 12 à 18 autres. Les oreillons de 4 à 7. Le coronavirus, lui, se situe entre 1,5 et 3 personnes. Il est à noter qu'à titre de comparaison, le sida, lui, contamine entre 2 et 5 personnes par malade infecté. Et quels sont les pays les mieux préparés à une épidémie ? Les pays les mieux préparés au monde se trouvent en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Les États-Unis ont été désignés comme disposant des mesures et des outils les plus efficaces pour faire face à une épidémie. La France se classe au 11e rang mondial. Sans surprise, la grande majorité des pays qui manquent de préparation et de moyens pour répondre à une crise de ce type sont situés en Afrique. Quant à la Chine, qui a mis en place des mesures sans précédent depuis le début de l'épidémie du coronavirus, son niveau de préparation est jugé correct. Il se positionne quand même 51e au rang mondial, soit au même niveau que la Slovaquie en Europe. Et quelques chiffres actuels sur le coronavirus, Luc ? Alors des chiffres à aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 83 700 personnes qui ont été contaminées, plus de 33 000 personnes sont guéries, et oui, il y a 2858 décédés. Le pays le plus touché est la Chine, quand même, avec plus de 79 000 cas, suivi de la Corée du Sud avec 1600 cas environ, et puis l'Italie autour des 500 cas.
Et si on parle de la grippe saisonnière, donne-nous quelques chiffres. Chaque année, la grippe saisonnière touche de 2 à 6 millions de personnes. Et oui, des chiffres pour le moment bien supérieurs à ceux du coronavirus. Elle entraîne des dizaines de milliers de passages aux urgences et fait 10 000 morts en moyenne. L'hiver dernier, en 2019, l'épidémie avait entraîné une mortalité moins élevée que la moyenne des années précédentes, mais malgré tout importante, compte tenu de sa courte durée, avec environ 8100 décès estimés pendant les 2 mois de la phase épidémique. Et pour terminer, Luc, parlons de la gastro maintenant. La gastroentérite qui nous concerne tous, quasiment en France et même dans le monde, est une inflammation de la paroi du tube digestif. Elle est due la plupart du temps à une infection de l'intestin par un virus, moins souvent par une bactérie. Entre novembre et mars, la gastro dite hivernale touche de nombreuses personnes. Les infections très contagieuses sont courantes, font environ 219 000 morts par an dans le monde. Oui, 219 000 morts quand même la gastro. On est loin des chiffres du coronavirus pour l'instant. En France, on dénombre 21 millions d'épisodes de gastroentérite virale chaque année, qui sont à l'origine en moyenne de 3 millions de consultations chez un médecin généraliste. On a eu de nombreuses réactions sur nos réseaux sociaux. On a Sébastien de Toulouse qui nous dit « Je suis très inquiet par ce qu'il se passe autour du coronavirus. Clairement, on voit bien que l'on maîtrise pas du tout la situation, qu'en plus nous sommes face à un gouvernement chinois qui cache beaucoup de choses. Comment être sûr que l'on nous dit toute la vérité? Pour le moment, il se passe beaucoup de choses autour de chez nous, mais quasiment rien en France, c'est louche. » On a Agathe de Paris. Je pense qu'on en fait trop autour du coronavirus qui ne concerne même pas 100 000 personnes dans le monde sur les milliards d'êtres humains en ce moment. J'espère que votre émission aura un autre regard sur les virus et nous éclairera plutôt sur leur mode de fonctionnement. Rémi de Metz, personnellement, les virus m'ont toujours effrayé. J'ai peur qu'un jour nous nous retrouvions à la fin de l'humanité comme dans beaucoup de films de science-fiction. J'espère que dans votre émission, vous allez plutôt nous rassurer. Pour cette émission, nous avons sollicité beaucoup de spécialistes. Ils souhaitaient pour la plupart venir participer à notre émission, mais à la vue de l'actualité qui bouge au jour le jour en ce moment sur le coronavirus, ils n'ont pas pu tous se rendre disponibles. Mais cependant, nous avons le plaisir de recevoir pour cette émission le docteur Wilfried Guardigli, médecin généraliste à la Seine-sur-Mer et aussi parmi nous. Donc pour cette émission, vous pouvez nous donner un petit peu tous les bons conseils, les bonnes pratiques pour éviter d'attraper les maladies, surtout en ce moment. Ça, vous pourrez nous expliquer ça courant de l'émission. Vous représentez aussi, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'Union régionale des médecins libéraux. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste? Eh bien, l'Union régionale des médecins libéraux est l'instance officielle qui représente les médecins libéraux par rapport à l'administration de la santé et avec qui nous travaillons pour organiser les soins de ville, gérer les crises sanitaires et co-construire les nouveautés du système de santé. Voilà, donc vous avez l'Ordre des médecins qui est une instance juridictionnelle et nous sommes élus, en fait, nous sommes une sorte de parlement, on va dire, des médecins libéraux. D'accord. Agathe Coleman et Jean-Michel Claverie du laboratoire information génomique et structurale du CNRS. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer quelles sont vos fonctions? Honneur aux dames d'abord. Agathe quand même. Okay. Bonsoir, donc je m'appelle Agathe Coleman et là actuellement je viens de commencer un poste de postdoc qui est donc un poste après la thèse à l'IGS comme vous l'avez dit à Marseille. Mais avant ça, j'ai travaillé en Australie et mon sujet, c'était les virus qui sont transmis par les moustiques. Donc la dengue que vous avez mentionnée fait partie de ces virus-là. Merci. Jean-Michel? Alors moi, je suis professeur de médecine, on va dire. Je suis à la retraite, mais émérite depuis septembre de l'année dernière. Et j'ai dirigé pendant longtemps un gros institut de microbiologie fondamentale ainsi qu'un laboratoire, donc IGS. Et ce laboratoire a pour but, en fin de compte, de découvrir de nouveaux virus. Donc, et la plupart des nouveaux virus qu'on tente de découvrir sont des virus qui ne sont pas des virus pathogènes pour les humains, parce que c'est plus facile de travailler avec des choses qui ne vous rendent pas malade qu'avec des choses qui vous rendent malade. Mais on se rend compte que il y a énormément de choses très très communes entre les virus qui sont des virus pathogènes pour les humains et les virus qui, par exemple, peuvent infecter des amibes ou des protozoaires ou des microalgues. Et c'est quand même beaucoup plus facile au niveau expérimental de travailler sur ces virus.
Merci. Nous avons aussi le docteur Claude Duranceau. Vous êtes praticien hospitalier au sein du pôle SAMU Urgence de l'hôpital Sainte-Musse à Toulon. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier, surtout en ce moment qui a l'air un peu chaud? Je suis donc praticien hospitalier, je suis urgentiste. Donc je travaille et dans le service d'urgence de l'hôpital de Toulon et celui de la Seine, puisqu'il est commun aux pôles. Je travaille aussi au SAMU, donc à la régulation médicale. Et là, effectivement, en ce moment, la régulation est très, très demandée parce que beaucoup de gens appellent, qui sont inquiets sur l'histoire du coronavirus. Après, la plupart du temps, la régulation, ça traite tous les problèmes de santé au téléphone et elle est destinée à adapter la réponse urgente de demande de soins des patients qui appellent le 15, et c'est nous qui allons les dispatcher soit en leur demandant d'aller voir leur médecin traitant, soit en leur envoyant des ambulances pour les amener à l'hôpital, voire des moyens plus lourds, des hélicoptères ou des équipes de réanimation. Et enfin, je travaille aussi au SMUR de Toulon, donc je fais partie des équipes qui se déplacent au chevet des patients qui vont pas bien et qu'il faut soigner et ramener à l'hôpital. Très bien. Est-ce que, avant de commencer ce débat et avant de rentrer dans le détail du fonctionnement des virus, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer de manière simple qu'est-ce qu'un virus? Agathe, par exemple? Agathe ou Jean-Michel? Alors, on pourra se compléter, mais Oui. donc la première chose, la première question qu'on pose souvent, c'est est-ce qu'un virus c'est vivant? Donc en fait non, les bactéries ce sont des organismes qui sont vivants, mais les virus, en gros, c'est une définition qu'on donnait souvent avant, c'est un sac de protéines. Donc c'est une boule de protéines dans laquelle il y a de l'information génomique. Donc comme nous, les humains, on a des chromosomes, les virus, ils ont soit de l'ADN, soit de l'ARN qui leur sert de génome, et ça c'est enrobé. C'est la recette, quoi. C'est ça, Mhm. dans une couche de protéines qui ensuite va infecter une cellule et se répliquer dans cette cellule et ensuite proliférer comme ça. Mais ce n'est pas vivant. Voilà. D'accord. Alors, vous avez autour de la table déjà le début d'une polémique, Oui, parce que ça donne une information quand même. je fais partie des gens, et je pense que c'est 50-50 dans le domaine de la biologie, qui pensent que les virus sont bien évidemment vivants. Ils font absolument partie du monde vivant. Seulement, ils ont deux phases dans leur cycle de vie. Une phase qui s'apparente à ce que serait une graine pour une plante, par exemple. Donc, quand vous avez une graine dans la main, vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose de très vivant. Ça bouge pas, ça peut rester sans rien faire pendant des années et des années. Et puis, d'un seul coup, vous rajoutez un peu d'eau ou un petit peu de terre, et d'un seul coup, vous avez une plante qui se développe, et vous avez effectivement quelque chose qui est parfaitement vivant devant les yeux. Donc, le virus, c'est en fin de compte quelque chose qui, quand il est en dehors de la cellule qu'il doit infecter, est effectivement totalement presque minéral. Il peut rester d'ailleurs infectieux pendant extrêmement longtemps, jusqu'à 30 000, 40, 50 000 ans dans le permafrost, par exemple, en Sibérie. Mais par contre, dès qu'il a les bonnes conditions pour mûrir, pour éclore, eh bien, il se met à se dupliquer, à se multiplier dans la cellule hôte et très souvent d'ailleurs la rend malade ou la tue, et fabrique des milliers de copies de cette graine initiale. Donc il y a deux phases, une phase graine et une phase, si vous voulez, extrêmement vivante et extrêmement active. Donc par exemple, quand on touche une poignée de porte, on peut poser un virus dessus. Il Absolument. reste là. Il Sous se sa passe rien. forme minérale, on va dire, oui. Ouais, c'est ça. Et donc quand quelqu'un d'autre le touche, c'est là où il va se mettre en contact avec des cellules sur notre peau, par exemple, et ça va se déclencher. Vous avez tout compris, c'est C'est ça. exactement ça qui se passe. Mais ça dépend aussi du type de virus. Donc, il y a énormément de types de virus qui sont très, très différents les uns des autres. Et donc, il y en a qui sont plus résistants à l'environnement que d'autres. Donc, il y a certains virus qui, même s'ils sont déposés sur une porte, au bout d'un certain moment, ils vont se dégrader, quoi. Quand même s'ils sont pas vivants. Alors pourquoi ils se dégradent du coup juste Parce que par l'environnement, la température, c'est ça, dans la l'humidité, nature. C'est ça, dans la nature, il y a des enzymes qui vont venir découper tout ça, quoi. Vu que c'est quand c'est à l'état minéral entre guillemets, du coup, c'est juste des protéines, voilà, qui ne font rien. Donc, il peut y avoir des enzymes qui étaient potentiellement aussi sur votre main qui vont venir les dégrader. Il y a deux antibiotiques principaux dans la nature qui sont le soleil, déjà. La lumière qui contient notamment des rayons ultraviolets est extrêmement toxique pour tous les matériaux génétiques. Hein, quand vous bronzez trop et que vous avez des cancers de la peau, c'est à cause de ça. C'est parce que vous avez abîmé votre matériel génétique avec les photons du soleil.
Donc ça effectivement a une action qui tue très rapidement les virus, quel que soit d'ailleurs l'état dans lequel ils sont, mais quand ils sont sous forme effectivement inerte, ils sont détruits. Et donc leur matériel génétique est coupé en morceaux par justement cette lumière. Et donc, il ne peut plus se réactiver quand il a sa cellule. Et puis, il y a aussi l'oxygène. Étonnamment, l'oxygène n'est pas du tout quelque chose que nous, on aime ça respirer l'oxygène, mais il y a beaucoup d'organismes vivants pour lesquels c'est un poison très toxique. L'oxydation, la rouille, en gros, ce qu'on voit aussi pour nos portails. C'était quelque chose effectivement qui tue assez rapidement et qui rend non infectieux énormément de particules virales. Donc être au soleil et en plus à l'air libre est quelque chose, et aussi il y a la sécheresse, perdre son eau est aussi quelque chose qui est très détrimant, qui est très mauvais pour le vivant. Donc effectivement certains virus peuvent rester quelques minutes seulement infectieux sur une table s'ils sont déposés. D'autres, certains des virus sur lesquels on travaille peuvent rester sur une table pendant plusieurs jours en restant parfaitement infectieux. Je pense que du coup vous avez répondu indirectement à la question suivante, puisque beaucoup de gens se posent la question quand on parle d'infection, on parle d'infection virale ou d'infection bactérienne. Donc quelle est la différence entre les deux? Qu'est-ce que sont les bactéries et en quoi ça le différencie des virus? Alors, visiblement c'est le vivant. Voilà, c'est ça. Donc en fait l'idée de dire vivant ou pas vivant, c'est aussi du point de vue du traitement, parce que donc les bactéries, ce sont des choses qu'on peut tuer, alors que les virus, on peut pas les tuer, à proprement parler, vu que s'ils n'ont pas de cellules à infecter, il va rien se passer, en fait, ils vont rien logique. Faire. Donc voilà, c'était aussi ça la différence entre vivant et pas vivant, quoi. Et il y a différentes familles de virus et de bactéries? Absolument, oui. Donc pour les bactéries, il y a énormément de familles différentes. Moi, je suis plutôt spécialiste des virus. Mais donc pour les virus aussi, déjà rien que la différence entre la différence de génome. Donc il peut y avoir soit de l'ADN. Donc les humains, nous aussi, notre génome, c'est de l'ADN. Il y a certains virus qui sont comme ça. Et il y a d'autres virus où leur génome qu'ils transportent, c'est de l'ARN. Et donc après, il y a différents types d'ARN. Soit il y a 2 brins, soit il y a un seul brin, et il peut être soit dans un sens positif, soit dans un sens négatif. Donc ça, c'est des caractéristiques très générales des virus qui nous permet de les classer. Et ensuite, dans ces grandes, très très grandes classes, il y a ensuite énormément de différenciation de différents virus, quoi. Oui, Jean-Michel. Oui. Wilfried, oui. Il se trouve que la distinction entre bactéries et virus est en train justement de s'amenuiser. Bon, elle est en général parfaitement exacte, mais on a découvert de plus en plus des bactéries qui sont extrêmement réduites et qui sont des parasites elles-mêmes des cellules, donc qui vivent à l'intérieur de nos cellules. Notamment, une qui est assez célèbre, c'est celle qui donne la maladie de Lyme. Comme vous savez, par exemple, la maladie de Lyme, c'est quelque chose qui est très difficile à traiter. Pourquoi? Parce que la bactérie qui vous infecte, elle est à l'intérieur de vos propres cellules. Donc, on imagine bien que ça va être compliqué d'être capable de tuer la bactérie alors qu'elle est dans votre cellule. Et donc, c'est un petit peu quelque chose qui s'apparente quand même un petit peu au virus. Et ce sont des bactéries qui sont donc extrêmement difficiles à détruire et qui ont en plus des caractéristiques au niveau de leur métabolisme qui est de plus en plus réduit et qui finalement les amène d'une manière de leur complexité génétique très proche des virus. En fin de compte, donc, on se rend compte qu'il y a d'un côté des virus qu'on commence à découvrir qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on pensait auparavant, et des bactéries qui sont beaucoup plus réduites que ce qu'on pensait auparavant, et les deux mondes sont en train un petit peu de se rejoindre. La seule grosse différence qui reste, et qui n'a encore pour l'instant jamais été mise en défaut, c'est que les bactéries, pour se multiplier, se divisent en gros en deux, alors que les virus ne se divisent jamais en deux. Vous avez jamais voir le sac de protéines dont parlait Agathe tout à l'heure se diviser en deux et faire 2 sacs de protéines. Il va rentrer dans une cellule, ce sac va se dissoudre, va d'une certaine manière détourner la machinerie cellulaire pour faire plus de sacs, 1000, 100, 10 000, 100 000, mais on va jamais voir ce phénomène de division qui reste absolument la propriété de ce qui est cellulaire, donc des bactéries, mais également de nos cellules. Wilfried, vous souhaitez intervenir? Je voulais vous demander si vous aviez une notion de la durée de vie du virus, du coronavirus, en dehors de la cellule hôte, en dehors de l'organisme. Moi, personnellement, non. Moi, personnellement, non plus. En général, les virus ce sont des virus, ce virus est un virus enveloppé, donc il y a une membrane de lipides, une membrane de beurre autour de lui, sont en général des virus relativement fragiles, parce que
le gras, c'est pas très solide, ça fond assez facilement. D'autres virus, par contre, sont extrêmement solides, notamment par exemple celui de la variole, par exemple, est un virus qui peut rester infectieux pendant très longtemps, et d'autres virus qu'on connaît peuvent rester. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer après expérimentalement. Je pense que pour l'instant, personne n'en a la moindre idée. On peut faire la différence facilement si on est infecté par un virus ou par une bactérie. Comment on peut le savoir? Je suis pas clinicienne, mais je pense que la façon la plus, où on a le moins de doutes, ce serait d'isoler soit le virus, soit la bactérie. Donc, à partir d'un échantillon, soit, si on a du rhume, soit d'un échantillon de salive ou je sais pas quoi, de pouvoir isoler la bactérie et la voir grandir à partir de l'échantillon, ou pareil, essayer de trouver un virus, quoi, et de le faire pousser de la même façon au laboratoire. Et après, sinon, je vais m'adresser aux médecins parce que, par exemple, du coup, quand on consulte un médecin généraliste pour une grippe, le médecin sait que c'est d'une grippe, pas besoin d'antibiotiques, on va donner du Doliprane, de l'Advil, des choses comme ça, mais c'est tout, quoi. Parce que c'est parce que vous le savez, on vous l'avez appris. Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est les signes cliniques qui vous orientent, qui font qu'on va faire un diagnostic, afin de savoir quel est exactement l'agent pathogène. Du moment que on a fait un diagnostic, le principal est de faire un traitement. Après, je pense aussi que c'est une histoire de statistiques. Donc voilà, la plupart des gens qui viennent avec ces symptômes-là, on essaye de les traiter avec le traitement adéquat. On va dire que dans la réalité, on a d'abord une infection virale qui ensuite va se compliquer ce qu'on appelle une surinfection, où il va y avoir des bactéries qui vont intervenir. Donc en fait, on a souvent, nous, les deux en même temps. Mais c'est vrai que sur le virus en lui-même, on n'a pas de médicaments antiviraux, enfin très très peu, donc on n'a pas tellement d'action là-dessus, et on va traiter les complications bactériennes. Après, puisque vous en êtes à parler de ça, je pense qu'il y a quelque chose que j'aime bien dire aussi, c'est que finalement, il y a plus dans notre organisme, on a plus de bactéries que de cellules vivantes, quoi. Oui. Donc c'est pour ça que ces notions-là, il faut quand même les remettre au goût. On a beaucoup de bonnes bactéries dans notre organisme. Mais c'est-à-dire qu'on vit que grâce aux bactéries. Si on n'avait pas, on serait mort. Donc ça veut dire que il faut avoir cette notion que la bactérie n'est pas un monstre. C'est en fait c'est grâce à ça qu'on vit, quoi. Et pour défendre les virus, s'il n'y avait pas les virus, les populations bactériennes ne seraient pas maintenues en check par leur propre virus. Donc les équilibres, notamment dans l'intestin, sont extrêmement dus au fait que les bactéries coexistent également avec leur propre virus qui maintiennent leur population à un niveau acceptable. Ce que j'allais dire aussi, en fait, en Australie, j'ai travaillé sur donc les flavivirus, et on a découvert un certain nombre de virus insectes spécifiques qui ne font rien aux humains ou aux autres animaux, et qui, on pense, régulent en fait les flavivirus comme la dengue ou la fièvre jaune, par exemple, qui en font du mal aux humains. Et donc voilà, tous les virus ne sont pas méchants. Justement, on va refaire focus un petit peu sur le monde des virus, Mylène. Oui, on a Lisa qui nous demande, dans ce monde microscopique, nous avons du mal à imaginer comment est formé un virus. De quoi se compose-t-il et sont-ils tous ressemblants? Alors, vous avez un petit peu répondu à cette question-là, mais... Oui. Donc dans la plupart des cas, ils se composent donc de une ou plusieurs couches membranaires, donc de protéines ou de lipides, s'ils ont une enveloppe. Et puis à l'intérieur, il y a le génome. Donc c'est dans la plupart des cas, c'est assez simple, voilà. Et oui, il y a plein de virus très différents, de tailles très très différentes. Donc là, je viens d'arriver dans le laboratoire qui s'occupe des virus géants, qui sont immenses à l'échelle des virus, on va dire, et dont le génome lui-même est immense et dont la taille physique est très très grande aussi. Et donc effectivement, entre cet extrême très grand et un extrême plus petit, donc les flavivirus, ils sont tout petits en comparaison. Et entre ces deux extrêmes-là, il y a toute une multitude de virus qui, de par leur taille et la taille de leur génome, diffèrent énormément, mais aussi ce à quoi ils ressemblent, entre guillemets. Donc ils ont des formes complètement différentes, ils ont des protubérances complètement différentes, des géométries différentes et tout ça. Donc, alors, pour rebondir sur la question de quoi les virus sont-ils faits, c'est justement un des problèmes qui c'est un petit peu à la base de cette bagarre entre les virus sont vivants ou ne sont pas vivants, c'est qu'en fin de compte les virus sont effectivement faits exactement des mêmes composants de base, si vous voulez, que sont faits
qui fait le monde vivant, des protéines, des acides nucléiques, des lipides, des glucides. Et j'utilise les mêmes codes, le code génétique, ce genre ça. Donc c'est en fin de compte une autre façon de manipuler les mêmes briques de base. Et la différence fondamentale est que normalement, sauf bien sûr ces bactéries parasites, donc vous voyez qu'il commence à y avoir cette ambiguïté, une bactérie ou une cellule est une usine complète qui est capable de fabriquer tous ces éléments de base. Alors justement... Alors que les virus, oui. Juste pour finir, se caractérisent par le fait que certains ont quasiment rien, ils n'ont juste que la façon de donner un ordre pour dire il faut me faire ça, mais certains virus qui sont effectivement les virus géants ont pratiquement tout ce qu'il leur faut à eux-mêmes. On en parlera. Donc il y a cette différence, mais en gros le virus est quelqu'un qui a une usine incomplète, alors que les bactéries ont des usines, je dirais, complètes pour fabriquer leurs composants. Je pense que c'est de là que vient la différence entre vivant et pas vivant. Oui, effectivement. Parce que soit ils sont équipés de tout pour pouvoir vivre de façon presque autonome, et c'est là où on dit oui, les bactéries sont vivantes, les virus ne le sont pas, mais globalement le fait d'être vivant ou pas vivant, c'est plus là-dessus que c'est basé la dichotomie. Absolument. Et justement, est-ce qu'un virus, au final, peut être intelligent? Est-ce qu'il peut s'adapter à son environnement, se transformer? C'est une question. Alors, s'il n'est pas vivant, si c'est juste une recette? Oui, en fait. Mais sans intention, je dirais. Donc, en fait, les virus, notamment les virus dont le génome est fait d'ARN, ils ont une enzyme qui leur sert à fabriquer plus d'ARN quand ils ont besoin, quand ils se multiplient, quoi. Et donc, cette enzyme, elle fait des erreurs. Et donc, de par ces erreurs, selon le virus, il y a plus ou moins d'erreurs. Et donc, des fois, ces erreurs font que plus rien ne marche et donc le virus ne se multiplie plus. Soit cette erreur devient une chance en fait pour le virus et fait qu'il est mieux adapté à l'environnement dans lequel il est. Mais c'est potentiellement une erreur qui va lui donner un avantage par rapport à des millions d'erreurs. C'est un peu le hasard au final. Exactement. Donc c'est pas intelligent. C'est pas une intention, non. C'est un peu comme les humains. Exactement. C'est un peu comme tous les êtres vivants qui progressent dans l'évolution par des erreurs qui sont certes fois bénéfiques, auquel cas l'erreur va continuer. Mais là, elle paraît presque aléatoire. Enfin, elle est très aléatoire. C'est aléatoire, mais il y a tellement de nombres que finalement, c'est ça le mécanisme en fait, c'est qu'il y a tellement d'erreurs qu'au bout d'un moment, il y en a une qui va faire que voilà, il y a un type de virus qui va pouvoir se répliquer mieux que les autres et pouvoir devenir le maître des virus. Alors ce phénomène existe aussi pour les bactéries, bien sûr, parce que vous connaissez tous le problème des bactéries qui sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Là aussi, vous faites un traitement et là-dedans, vous allez avoir une population de bactéries. Là encore, il faut bien comprendre que quand on parle du monde microscopique, on parle de choses qui sont en milliards, voire millions de milliards d'unités, des 10 puissance 12. Oui, c'est des chiffres inconcevables. Voilà. Et donc, il suffit qu'effectivement, le type d'erreur qu'on fait, c'est une erreur qu'on fait en gros une fois tous les millions. En gros. Donc, si vous avez effectivement 10 puissance 12, c'est souvent, alors, il va y avoir 1 million de choses qui vont ressortir, qui vont être différentes de ce qui est rentré. Et là-dedans, effectivement, la nature va choisir les choses qui résistent mieux, soit au traitement, soit sélection naturelle, quoi. Voilà, soit par exemple, vous avez ce virus qui était au départ clairement, parce que les Chinois viennent de le démontrer, je crois, un virus encore une fois de chauve-souris. Eh bien, à chaque fois, il se répliquait dans les chauves-souris, et puis à chaque fois, il faisait des milliers de copies de lui-même. Puis un jour, il y en a un qui a changé un peu sa recette et qui est devenu capable d'infecter une cellule humaine. Et voilà comment probablement est né le Covid-19. On se demande souvent d'où viennent les virus et comment ils naissent, d'où ils sortent, clairement. Alors, ils sont là depuis toujours. C'est une question comme la poule et l'œuf, c'est ça? C'est quoi toujours? Toujours depuis des millénaires? Oui. Des millénaires, c'est sûr. Non, il est difficile d'imaginer que par la définition même d'un virus, puisqu'on a vu que c'était un parasite du monde cellulaire, forcément, il peut pas avoir existé, encore que certaines théories alambiquées le proposent,
avant d'avoir le monde cellulaire ou un espèce de monde cellulaire ait existé. Mais il est clair que dès qu'un monde cellulaire a commencé à exister, et ça on le voit très couramment dans l'évolution biologique, il y a deux stratégies. Il y a une stratégie collaborative, c'est-à-dire que vous pouvez décider de collaborer avec les gens qui sont autour de vous, ou vous pouvez devenir un parasite. Et donc, c'est ces deux modèles d'évolution. Et il est clair que dès qu'il y a une population de cellules qui a commencé à émerger, eh bien, il y a eu des gens qui ont cherché à en tirer profit. Et il est probable que les virus, les premiers virus, sont absolument contemporains des premières cellules. C'est-à-dire qu'on est ramené à 3,5 milliards d'années. Est-ce que c'est la vieillesse qui fait que les virus sont plus ou moins dangereux, enfin contagieux? Avec le temps, leur modification. La vieillesse de qui? Des virus. Des virus. Avec Je pense les que c'est années. plutôt la vieillesse des gens qui sont parasites, qui ont moins de capacité pour se défendre. Ben, Ça, je sais pas. c'est Ouais. pas forcément en fait, parce que du coup, comme on disait que les erreurs qui sont faites par les virus pour évoluer sont aléatoires, Ouais, ça peut aller dans les deux détruire sens même. en fait, Mm. exactement. Ouais, c'est complètement aléatoire. Donc effectivement, un virus, il peut pas être plus ou moins contagieux ou savoir s'adapter pour être plus contagieux et encore plus se répandre puisque c'est complètement aléatoire. C'est ça. Et en plus, vu qu'un virus a besoin d'un hôte pour se multiplier et se répandre, si le virus tue son hôte tout de suite sans être transmis, Ouais, ça a peu c'est un d'intérêt. très mauvais virus. Oui, parce il est nul. qu'il ne peut pas se multiplier et infecter plein de gens. Donc c'est pas non plus dans l'intérêt du virus d'être extrêmement virulent. Ouais, mais est-ce qu'il le sait, ça, le virus? Il Non, est pas Mais, intelligent. mais donc, au puisque final. l'évolution fait que s'il se multiplie pas, il disparaît. On a l'exemple de la variole qui a été éradiquée grâce au vaccin et qui donc n'existe plus dans la nature parce que il y avait plus d'hôtes qui pouvaient l'aider à se répliquer. Après, vous parlez de la contagiosité, qui est un sujet, à mon avis, à part entière, puisque le virus qui nous préoccupe actuellement est un virus qui a une contagiosité du même type que le virus de la grippe saisonnière. Alors que le virus de la gastroentérite, il a une potentialité de 20 à 25 fois supérieure au niveau contagiosité. C'est pour ça qu'on attrape tous la gastro. C'est pour ça que tout le monde attrape la gastro, d'accord? Alors que tout le monde n'attrape pas le rhume ou la grippe, quoi. Donc on a 20 fois moins de chances d'attraper ce virus-là que Absolument. d'attraper la gastro, Ouais, quoi. entre 20 et 25 fois, ouais. Alors, ça, c'est une chose que je voulais vous demander, Wilfried. Est-ce que c'est vrai au sens que si vous aviez eu l'épisode du coronavirus à l'époque où il y avait les grèves à Paris dans le RER, où les gens étaient littéralement écrasés les uns contre les autres, je pense que la contagiosité de ce même virus n'aurait pas été de 1 à 3, mais aurait été probablement de 1 à 20 ou de 1 à 30. Non, c'est vrai. À quoi c'est dû? Il y a encore un autre élément humain, c'est qu'il y a des gens qui vont contaminer plus que d'autres. On sait que un individu victime d'un virus va contaminer 15 personnes et on sait que d'autres ne vont en contaminer qu'un. Ah oui. Donc c'est vrai Ceux que qui vont au travail ou ceux qui restent chez eux, c'est non, ça? ce que je veux Non. dire, non, C'est pas pourquoi- forcément. non, c'est juste Il y a physique, aussi un logique. phénomène individuel qui fait que il y a différentes choses. Il y a la production de virus de l'individu malade, ensuite il y a la réceptivité de l'autre, et il y a encore peut-être même quelque chose d'autre qu'on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on sait pas, en tout cas moi que je sais pas, mais ce que je sais c'est qu'effectivement la gastroentérite, il suffit de se regarder, et pratiquement c'est ça, fait, quoi. Et ça, C'est un peu ça. je le vis tous les jours depuis 2 mois. Donc oui, on est en épidémie de gastroentérite, ça, il y a aucun doute, et de rhinite. Est-ce de qu'aujourd'hui, grippe aussi. le Non, réchauffement alors, climatique, En fait, non. Non. Donc, puisqu'on est soi-disant en épidémie de grippe officiellement, mais en réalité, on est en épidémie de rhinite. Et les grippes sont exceptionnelles. Et pourquoi? Parce que quand on a une rhinite, on peut pas choper la grippe. Et donc aujourd'hui, ça fait vraiment 3 mois que on est essentiellement, d'un point de vue pratique, sur de la gastroentérite virale et de la rhinite. Et il vaut mieux faire de la téléconsultation, quoi. Et pour continuer sur ce sujet, je pense qu'il est très intéressant qu'il a la contagiosité. Est-ce que justement, bien sûr, ce coronavirus dont on parle beaucoup, tout ça est apparu en Chine. On a eu d'autres épidémies qui ont démarré en Chine il y a quelques années, le SRAS notamment, un virus très proche de celui-là. Est-ce que vous pensez que ça a un lien avec ces mégapoles? C'est le fait qu'en fin de compte, il y a quand même 10 à 20 millions de personnes qui sont amassées dans des lieux extrêmement réduits. Ce que je sais du SRAS, c'est que c'est avant tout, au départ, des
des virus d'animaux sauvages qui s'humanisent, c'est-à-dire que ce sont des virus de chauve-souris qui, par l'intermédiaire d'habitudes alimentaires, qui sont simplement le fait de vendre des animaux vivants. De brousse, quoi, comme on dirait un petit peu. Oui, mais c'est surtout parce que il y a des consommateurs d'animaux sauvages vivants, et donc il y a des marchés où on vend ces animaux. Donc une fois que ces virus s'humanisent, malheureusement, Ils se transmettent. le premier coronavirus qui a déclenché une épidémie, ça a été en 2003, et ça a il avait une mortalité, lui, effrayante de presque 50%, quoi. Donc ensuite, il y en a une autre, il y a le MERS-CoV qui, lui, est toujours en cours au Moyen-Orient, qui a une mortalité également très très forte. Qui vient de dromadaire, celui-là, si je... ou chameau. Ouais, chameau. Alors, jamais su faire la différence. On connaît bien Dromadaire, dromadaire, c'est ça. on connaît bien le mécanisme de fabrication du premier, du SRAS, là. C'était effectivement encore une fois la chauve-souris qui était passée sur un petit mammifère que les Chinois aiment bien manger. Donc c'était encore une fois, on connaît bien la filiation. En revanche, pour le MERS-CoV, moi je l'ai pas, et pour le dernier, on sait que c'est issu de la chauve-souris parce que c'était l'année du rat. Non, c'est parce que effectivement il y a maintenant il y a un article qui vient de sortir. Ils ont fait donc la séquence complète, donc la carte d'identité complète du génome, et il y a des indices très nets comme quoi c'est comme il y a quelque chose qu'on les reconnaît où on voit que c'est bien de la chauve-souris. Ouais, voilà. Alors après, il y a aussi la façon de vivre des Asiatiques qui est très différente des nôtres et qui explique aussi que la plupart de ces épidémies sortent en Asie. Ils sont beaucoup plus que nous et ils vivent de façon beaucoup plus confinée que nous. Les familles vivent dans des appartements qui sont beaucoup plus petits que les nôtres et les enfants vivent avec les parents qui vivent avec leurs parents, donc il y a souvent 3 générations dans le même habitat, et on est un peu confronté à ces problèmes-là, comme nous on l'était jusqu'au début du XXe siècle avec la tuberculose, où on a eu beaucoup moins de tuberculose quand on a commencé à s'aérer et à prendre des distances les uns après avec les autres. Ouais, c'est logique, ouais. Alors on a quand même un petit problème donc avec je dirais la tendance écologique actuelle, qui est que les écologistes veulent qu'on arrête d'étendre les villes et de les amener à la campagne, et militent pour une redensification des villes avec des choses beaucoup plus des immeubles plus hauts et tout ça. Donc voilà, on va avoir un petit problème ici de choix à faire au niveau sociétal. Soit on vit chacun dans sa petite villa très loin les uns des autres, soit on vit tous dans des immenses immeubles, mais là, on va avoir des problèmes épidémiologiques à ce moment-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je pense que c'est, la question est pas tranchée. Et après, est-ce qu'il n'y a pas un moyen terme entre notre vie d'Européens où chacun est dans sa villa et la vie des Asiatiques où ils sont tous dans des immeubles monstrueux? Après, ils sont très nombreux aussi, ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ah oui. Et c'est impressionnant quand on va en Asie, quel que soit le pays d'Asie, on est toujours effaré par le nombre de gens au mètre carré, quoi. Alors que chez nous, il y en a quand même beaucoup moins, même si dans les grandes villes en France, on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais ça n'a rien à voir quand on va. Elles sont petites. Et puis on a des petites villes, nous, par rapport quand vous allez à Shanghai, mais vous mettez la France dans Shanghai quasiment. Absolument. Mais là, à cause avec cette épidémie, on apprend des noms de villes dont on n'avait jamais entendu parler et qui ont 20 millions d'habitants, quoi. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. 20 millions On prend Paris, c'est la tout moitié petit, quoi. C'est 10 fois moins. Ouais. Absolument. On a l'impression qu'on a des grandes villes chez nous, mais c'est pas du tout le cas. On va dériver sur le climat, je pense, Mylène. Oui, on a Joseph qui nous dit: j'ai lu un article récemment sur le réchauffement climatique qui ferait réapparaître d'anciens virus. En quoi le réchauffement climatique agit-il sur les virus? Alors, le réchauffement climatique, donc ça, c'est notre spécialité. Il y a quelques années, on est allé en Sibérie et on a pris des échantillons de ce qu'on appelle le pergélisol en français, le permafrost dans le monde anglo-saxon, qui est une terre, en fin de compte, un sol qui est gelé depuis très longtemps, éventuellement. En Sibérie, on peut descendre jusqu'à 1 kilomètre de profondeur et on a des sols qui sont gelés depuis qu'ils se sont amassés. Et donc, on peut remonter à quelquefois à peu près 1 million d'années. Et donc, depuis 1 million d'années, vous avez un gigantesque frigo qui s'est fabriqué,
qui a gelé le sol de son époque, et comme je le disais tout à l'heure, qui est justement l'intérêt du sol, c'est que c'est froid, donc ça c'est comme un frigo ou un congélateur, on est à -8 à peu près comme température. C'est totalement sans lumière puisqu'on est dans le sol, donc il n'y a pas de rayons lumineux et qui vont tuer l'ADN par exemple, et il n'y a pas non plus d'oxygène. Et donc c'est la meilleure recette pour garder les choses vivantes entre guillemets pendant très longtemps. Je suis sûr que si vous mettez un yaourt maintenant en Sibérie et que vous revenez 10 000 ans plus tard, il sera encore bon à manger. C'est vraiment... il n'aura pas bougé. Il n'aura pas bougé. Enfin, il aura peut-être un peu bougé, mais au niveau organoleptique, mais il sera toujours bon à manger. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On est allé s'amuser à regarder si, en descendant pas très loin, on peut descendre assez facilement à moins 30 000, 40 000 ans, ce qui est l'extinction néandertale, pour voir si on pourrait pas éventuellement trouver des virus qui seraient encore infectieux. Et la réponse a été oui. Alors bien sûr, on s'est pas intéressé à des virus qui étaient des virus qui seraient capables d'infecter les animaux, les humains ou les plantes. On a pris des virus capables d'infecter des amibes, et donc c'est pas grave si on tue des amibes. Et on a eu la surprise de découvrir effectivement qu'on trouvait assez facilement des virus capables de se répliquer après 40 000 ans passés dans le permafrost. Et donc, mais ces virus n'ont absolument pas été créés ni par le réchauffement climatique, ni par le froid, ni par quelque chose. Ce sont des virus de l'époque. Ils sont déjà là. Qui sont déjà là et qui se sont trouvés sous des tonnes et des tonnes d'accumulation de terre gelée, et qui maintenant, avec le réchauffement climatique, réapparaissent à la surface parce que eh bien ce pergélisol se met à fondre. D'abord, ils font chaque été. Vous avez entendu parler de quelques épidémies, une épidémie de maladie du charbon, l'anthrax, comme on dit, qui a eu en 2016 en Sibérie, parce que cette fois, l'été a été très chaud et ça a fondu un peu plus que d'habitude. Donc, il y a des épidémies, en gros, de 70 ans qui sont réapparues à la surface et qui ont tué quand même plusieurs dizaines de milliers de rennes et quelques éleveurs, et quelques nomades. Mais c'est quelque chose qui se fait constamment, et donc on n'est pas à la merci effectivement que des choses qui auraient causé de très grandes épidémies chez Néandertal, ou qui auraient causé l'extinction des dinosaures, non, je rigole, mais des mammouths par exemple, qui ont disparu il y a 10 000 ans, pourraient effectivement ressortir maintenant. Alors ça, on sait que c'est un risque avéré parce qu'on a démontré que des virus étaient capables de faire ça, mais on est totalement incapable, bien sûr, d'estimer correctement ce risque, puisqu'on va pas s'amuser à chercher à réactiver des virus de 40 000 ans qui seraient capables d'infecter des humains. On n'aurait pas, je pense, l'argent pour ça. Et ça serait bien, voilà. Mais donc, effectivement, il n'y a aucun lien direct. Le seul lien, c'est que ça fait ressortir des choses qu'on avait oubliées depuis pas mal d'années. Justement, est-ce que ça explique pas pourquoi il y a peut-être plus de nouveaux virus qu'avant ? Alors non, je ne pense, en tout cas dans le cas du coronavirus, c'est absolument pas possible. Parce qu'on a entendu SRAS, Ebola, Zika, tout ça. Non, mais tout ça, ce sont des rien virus, à voir. encore une fois, ce sont des petits virus ARN qui sont extrêmement fragiles et donc qui vont pas survivre, même qui vont pas décimer toute la population. Non, voilà. Non, on a plutôt affaire à des virus énormes, donc c'est ça me on allait y venir, ouais. Voilà, qui sont très solides avec des boîtes en béton armé et qui peuvent survivre très longtemps et que seuls les amibes sont capables, en gros, je dirais, de digérer et de se faire infecter par ces virus. Mais disons que ça ouvre une porte de possibilités de virus zombies comme en ont parlé les médias. Et donc, par exemple, quand on parle de l'éradication de la variole, par exemple, ça c'est quelque chose qui est absurde parce que on voit même si on prend il y a des tombes qui existent qu'on a repérées en Sibérie avec des cadavres qui sont gelés depuis à peu près 800 ans. Et quand on prend l'ADN de ces cadavres, dont on peut très bien voir encore, parce qu'ils sont pas du tout décomposés, ils sont dans un frigo, encore une fois, un congélateur depuis 800 ans, on voit très bien qu'ils sont morts de la variole. On fait des études un petit peu de police judiciaire pour voir si on voit des signes de la variole dans l'ADN qu'on peut extraire de ces momies, et on voit très bien effectivement qu'ils sont morts de la variole, et on reconnaît très bien le génome du virus de la variole. Donc il a probablement été éradiqué de la surface de la Terre, mais il n'a pas été éradiqué des profondeurs, je dirais. Il est quand même conservé dans quelques frigos. Et en plus, il est conservé dans 2 laboratoires. Ouais. Alors, l'intérêt de l'énorme intérêt de la variole, c'est que il se trouve que pour une fois, on a une zoonose à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a été aidé par le fait que les bovins
ont une maladie qui est très proche de la variole et qui nous servit de vaccin. Donc il y a un vaccin. Le seul problème, c'est que maintenant on ne vaccine plus les gens contre la variole. Donc effectivement. Et donc si jamais il revenait, il faudrait d'abord s'apercevoir pendant un petit moment que là, ça serait c'est bien la variole, plus grave que le coronavirus. Ça serait disons l'apocalypse même. Il faudrait vite remettre sur le marché oui, très rapidement. Ouais. les vaccins qu'on a maintenant mis. J'espère qu'il y a encore quelqu'un qui a gardé la recette quelque part pour remettre rapidement le vaccin en marche. Après, moi, je suis pas très inquiet sur le retour de la variole. Dans les années 70 où on a déclaré le dernier cas de variole. 77 en principe, voilà, officiellement. Et on l'a fait avec les moyens des années 60. Donc si tout d'un coup, plus les mêmes moyens aujourd'hui. Le virus, on avait une réapparition de virus de la variole qui effectivement est plus problématique en termes de maladie elle-même. Avec les moyens de 2020, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à l'éradiquer. Alors ça va pas prendre 5 minutes, mais ça va pas prendre 30 ans comme Absolument. ça a pris dans les années 60. D'accord. C'est sûr. Le danger est plus pour des virus qu'on ne connaît pas et qui seraient même encore plus anciens. Justement, on va parler quelques minutes après des virus géants. On se retrouve d'ici quelques secondes. Pour réécouter toutes nos émissions, on vous donne rendez-vous sur notre site fautquonenparle.fr. Actualité, informations, coulisses, pour tout savoir sur votre émission, on se retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram. Faut qu'on en parle. Quelques calvaires. En 2003, nous découvrions l'existence des virus géants. Et oui, les girus, contraction anglaise de giant virus. Jean-Michel, vous avez mené beaucoup de travaux sur le sujet. Vous en êtes un spécialiste même. Pouvez-vous nous expliquer de quoi s'agit-il? Et est-ce qu'ils sont plus dangereux que les autres? Alors, d'abord, comment ils ont été découverts? Ils ont été découverts ils n'ont pas été découverts pendant très longtemps à cause d'une erreur historique qui fait que le premier virus, en fin de compte, a été découvert dans les années 1890, par là, par un Russe qui utilisait des méthodes de filtration. Et à l'époque, c'était l'époque de Pasteur, on avait pensé qu'il était clair qu'à chaque fois qu'on avait une bactérie qui était responsable d'un phénomène, comme une maladie, eh bien, en les passant à travers certains filtres, on allait bloquer les bactéries et la maladie ne pourrait plus se produire avec ce qu'on sortait du filtre. Et donc, c'est devenu une technique très, très classique. Jusqu'au jour où ce Russe qui s'appelait Ivanovski, on lui a demandé de travailler sur une maladie du tabac, parce que c'était un problème biotechnologique très important pour la Géorgie. Et donc il a fait l'expérience de prendre des feuilles de tabac, de les broyer, de mettre ça dans un fil pour voir quelle était la bactérie qui pouvait causer la maladie du tabac. Et à sa grande surprise, il a fait la filtration, il a pris le filtrat, donc ce qui était derrière le filtre, il a remis sur des feuilles de tabac, il a découvert que ça infectait encore les feuilles de tabac. Donc on a découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas des bactéries, qui étaient beaucoup plus petites que les bactéries, qui en fin de compte étaient des maladies qui convoyaient des maladies infectieuses. Et donc à partir de ce moment, donc ça fait quasiment un siècle et demi, et on a toujours pensé que les virus étaient beaucoup plus petits que les bactéries. Et par définition, un virus, c'était tout petit. C'est comme le coronavirus d'ailleurs, effectivement. Et donc, c'est devenu une technique expérimentale classique que quand on travaillait sur les virus, pour les séparer des bactéries, on faisait des filtrations. Voilà. Donc, tous les virus qu'on a trouvés pendant un siècle étaient des virus qui passaient à travers les filtres. Et on s'est jamais posé la question de est-ce qu'il y aurait éventuellement pas des virus qui ne passent pas à travers les filtres? Et la réponse était si. Et donc, on les a totalement oubliés pour des raisons purement historiques. On a apparemment été parmi les premiers à ne pas omettre cette étape de filtration, et dès qu'on l'a omise, on s'est mis à découvrir des virus qui clairement avaient des tailles qui étaient identiques ou quelquefois presque supérieures à certaines bactéries. Donc c'est ça les virus géants, c'est les virus oubliés de l'histoire, qu'on a cru être toujours petits. En fin de compte, on découvre maintenant de plus en plus. Ils sont pas spécialement plus méchants. Alors, ils sont pas. Non. Maintenant, ce qui est fou, c'est qu'on découvre même que des virus qui infectent des bactéries sont aussi également énormes. C'est des choses qui sortent quasiment tous les jours actuellement maintenant. Donc, c'est un phénomène qui est purement historique. On a mal compris au départ ce que c'était un virus. On a pensé qu'un virus c'était forcément quelque chose de tout petit avec quelques gènes, tout ça. Et on découvre maintenant qu'à côté de ce monde viral classique, il y a un monde viral géant qui existe depuis toujours et qui infecte aussi bien des algues, des micro-algues, pourquoi pas donc des bactéries et peut-être pourquoi pas des humains, mais pour l'instant, et on n'a aucune évidence qu'on ait des virus géants qui soient effectivement dangereux
Ni pour les animaux, ni pour les plantes, ni pour nous. Il y a des liens de parenté avec les virus, les petits virus ou pas? Alors, il y a des liens de parenté avec les petits virus, les virus qu'on appelle les virus eucaryotes, les virus qui infectent effectivement les cellules avec des noyaux, mais qui sont des liens de parenté qui semblent extrêmement anciens. Comme des cousins éloignés. Comme des cousins, mais là on parle en milliards d'années peut-être. Ah oui, voilà. Très éloignés alors. Parce que on n'a toujours pas compris comment ça se fait qu'il y a des virus comme les adénovirus par exemple qui sont très contents et qui se multiplient parfaitement en ayant 5 gènes, et on découvre maintenant des virus qui en ont 2500. Et on voit pas ce qui a bien pu se passer dans la tête d'un virus. Bon, c'est une façon de parler, pour que, alors qu'il était très bien avec 5 gènes, il est décidé d'en acquérir, par exemple, 2500. Donc, c'est un vrai mystère dont on n'a absolument pas la solution. C'est le hasard, visiblement. Le hasard, c'est difficile de comprendre quel intérêt vous avez. Vous êtes parfaitement bien. Pourquoi vous allez acquérir des choses qui ne servent à rien au départ, puisque vous les avez jamais eues et bon. Et en plus, ces virus qui ont des capacités génétiques beaucoup plus grandes que les virus classiques ne sont pas particulièrement plus forts. Oui, c'est pas pour ça qu'ils sont plus infectieux. C'est pas pour ça qu'ils sont plus infectieux que les autres. Donc c'est un vrai mystère de la théorie de l'évolution. Et bon, c'est des choses qui ont été découvertes il y a même pas une vingtaine d'années. Donc on est encore dans l'enfance de l'art. C'est très très frais. Et donc il y a énormément de problèmes à résoudre, de comprendre, même avoir une théorie pour ça. Et y a-t-il effectivement des virus géants qui seraient capables d'être la cause de maladies d'animaux, par exemple? Eh bien, il se trouve qu'on a pas très longtemps découvert, pas nous, mais des chercheurs canadiens, je crois, ont découvert que dans certains poissons, il y avait des virus qui ressemblaient quand même pas mal à nos virus géants et qui ont l'air d'être des maladies infectieuses pour ces poissons. C'est celui avec lequel on fait le caviar, c'est l'esturgeon. L'esturgeon. Voilà, il y a l'esturgeon a apparemment une maladie infectieuse causée par un virus de ce type. Mais pour l'instant, il n'y a pas de maladie humaine reconnue qui soit due à des virus géants. En parlant de recherche et de chercheurs, en fin 2011, il y a eu une polémique sur la modification du virus H5N1, qu'il semblerait que ce soit le virus modifié par Ron Fourchier, soit vraiment très dangereux si jamais il est lâché dans la nature et pourrait tous nous exterminer. Cela pose vraiment une question. Est-ce que les laboratoires doivent faire des expériences et où sont les limites de ces expériences-là? Il y a eu une grande polémique à l'époque sur ça. Où sont les limites? En fait, elles sont très bien définies. Il y a des comités éthiques qui approuvent ou non les expériences qu'on a le droit de faire ou pas, pour modifier les organismes, donc c'est de faire des OGM, quoi, en gros, des organismes génétiquement modifiés. Et donc, si le risque est plus grand que ce qu'on peut en retirer, ou même si les considérations éthiques font que c'est pas la bonne chose à faire, les expériences ne sont pas autorisées. Donc, je sais pas. Après, toute la question, c'est où est-ce qu'on met l'éthique dans un pays où on autorise la lapidation des homosexuels? L'éthique, elle est pas au même niveau que celle. Mais dans quel but? Il n'y a pas beaucoup de virologues dans ces pays-là. Donc. Ouais, enfin, voilà. Est-ce que ça peut être pour créer des armes? Oui, non, mais. Autrement, pourquoi les États-Unis ont l'Iran en ligne de mire sur leur centrale nucléaire, qui normalement c'est fait pour faire de l'énergie et pour chauffer les gens. C'est quand même louable comme théoriquement, oui. Après, les États-Unis, ils n'ont pas du tout envie que les Iraniens aient des centrales nucléaires, parce qu'ils pensent, et je pense qu'ils sont pas les seuls à le penser, qu'ils vont pas s'en servir que pour faire du chauffage. Donc voilà. Après, les laboratoires faire des virus génétiquement modifiés, ça peut être dans un but malveillant. Et d'ailleurs, les Russes ont prouvé depuis l'époque de la guerre froide qu'ils savaient très bien fabriquer des virus dont ils auraient pu se servir pour faire des attaques bactériennes de terrorisme. Oui, c'est ça. Ouais. De terrorisme ou de guerre classique. Et voilà, après, tout dépend du niveau qu'on met à l'éthique. Mais bien sûr, mais il faut aussi pas diaboliser non plus les virus génétiquement modifiés, parce que en fait, c'est aussi comme ça qu'on fait un vaccin, parce que c'est c'est soit en atténuant le virus de manière un peu naturelle, en le faisant pousser plein de fois dans des cellules. Au bout d'un moment, il perd certains attributs qui le rendent vraiment très virulent, et donc ça fait un vaccin atténué. Mais sinon, j'ai travaillé sur des vaccins qui étaient donc génétiquement modifiés, où on utilisait
la plupart du génome d'un virus qui était insecte spécifique, donc qui ne faisait rien aux humains, mais qui ressemblait trait pour trait à la dengue, par exemple. Donc ça, effectivement, c'est un organisme génétiquement modifié, mais dans les autorisations qu'on a eues pour fabriquer ces organismes, eh bien, on a fait énormément de tests pour être sûr qu'il y aurait aucun problème et que le virus qu'on fabriquait était effectivement insecte spécifique et qu'on pouvait s'en servir sans aucun souci et qu'il n'y aurait pas de problème de mutation ou de recombination ou toutes ces choses-là. Donc, ça peut être très utile, mais enfin, c'est comme tout, n'importe quelle arme peut être utilisée pour le bien ou pour le mal. Donc, alors, heureusement pour le monde, les pays qui ont les moyens de faire ce type de recherche sont quand même des pays qui ont un niveau d'éthique qui est l'équivalent d'une autre, quoi. Donc globalement, on est quand même relativement tranquille, mais bon. Je pense qu'il est intéressant de, peut-être pour répondre à la question de l'auditeur, de descendre un peu plus dans le détail de comment, pourquoi et comment on fait ces expériences. En fin de compte, la plupart du temps, on ne crée rien. Ce qui se passe, c'est que, typiquement, là, vous avez le nouveau coronavirus. Imaginons qu'il ait été beaucoup plus infectieux que les coronavirus classiques. On aurait découvert dans son génome, dans son code génétique, par exemple, une nouvelle protéine dont on se pose la question, mais est-ce que c'est pas justement à cause de cette nouvelle protéine qu'il est beaucoup plus infectieux que les autres? Oui. Et donc, on n'a pas inventé cette protéine, elle est là, on l'a devant les yeux. Par contre, on comprend pas vraiment à quoi elle sert. Alors, l'idée va être, par exemple, on va donc soumettre un projet de recherche, je voudrais mettre cette protéine dans un virus qui, lui, est très peu infectieux, pour voir s'il est plus infectieux. Et voilà, et en faisant ce cocktail, voir effectivement si je change totalement l'infectiosité de l'autre virus. Donc en fin de compte, c'est un petit peu un jeu de Lego, si vous voulez. On est en train de faire des choses dans un virus qui est très peu virulent. On met là-dedans quelque chose dont on pense que c'est peut-être ça qui est à cause de la virulence. Mais on n'a pas créé quelque chose de véritablement nouveau. On est juste en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut être la différence entre A et B, si vous voulez. Et bien sûr, c'est fait, ce genre de réassortiment, faut bien comprendre qu'il est fait tous les jours dans la nature aussi. En fin de compte, on le fait en laboratoire en le contrôlant, mais rien n'empêche dans la nature maintenant ce virus qui est très peu virulent d'acquérir, parce qu'il y a des échanges génétiques entre les bactéries, les virus et tout ça, d'acquérir ce gène qui va le rendre extrêmement virulent. Donc on fait presque, je dirais, préparer la future guerre, ce genre de travail, que d'attendre bêtement, de dire, on comprend pas ce que c'est, on va bien attendre de voir s'il y en a un autre qui a la même protéine pour comprendre que, donc je pense que c'est à la fois très surveillé, c'est dans des enclaves, c'est pas comme dans la nature où tout se passe et personne ne sait ce qui s'y passe. Et donc, c'est pas juste un jeu de l'esprit, on s'amuse pas à tenter d'avoir le virus le plus virulent du monde. Peut-être, effectivement, il y a peut-être effectivement des gens qui font du bioterrorisme et qui le font. Je pense qu'il y en a qui en rêvent, mais il y en a peu qui le font. C'est ça. Oui, ça serait déjà fait. C'est extrêmement difficile à faire. Ça serait déjà fait. Voilà. Donc voilà ce que l'on fait en général dans les pays, entre guillemets, avec une éthique normale. Et effectivement, c'est ça, c'est de chercher à comprendre quelle est l'origine d'une virulence accrue, soit d'une bactérie d'ailleurs, soit d'un virus. Dans l'optique ensuite de l'éradiquer. Et oui, évidemment. Et donc, du coup, faire des expériences sur les virus, c'est la bonne méthode pour fabriquer des vaccins. Comment on les fabrique d'ailleurs, ces vaccins? Comme ça? Comme ça. Trop facile. Non, mais justement, parce qu'on fait des expériences sur les virus dans un labo. Oui, il y a, si on avait la recette pour faire des vaccins, oui, on serait tous très riches. Mais donc voilà, il y a plein de stratégies qui sont employées pour faire différents vaccins, parce que tous les virus dont on parlait au tout début, qui viennent de de familles très très différentes, utilisent des mécanismes très très différents pour évader, pour que le système immunitaire ne les reconnaisse pas, par exemple. Et donc, vu que toutes ces stratégies sont différentes, les vaccins, eux aussi, seront très différents. Donc, j'ai déjà parlé des virus atténués, qui sont donc... Oui. Donc, pardon. Les virus atténués qui sont passés dans les cellules plusieurs fois, et ce qui fait qu'ils perdent un peu leur virulence à terme. Et donc c'est ce qui est fait pour le vaccin de la fièvre jaune actuellement. Donc voilà, il a été passé, je sais plus combien de fois, mais depuis des années, des dizaines d'années, dans les œufs, et il s'est adapté en gros au système des oiseaux, et il a perdu son infectiosité aux humains, mais il ressemble quand même encore assez au virus de la fièvre jaune qui infecte vraiment les humains pour
pouvoir aider le système immunitaire à reconnaître le virus méchant. Alors, pourquoi c'est si long de fabriquer un vaccin? Parce qu'il faut le tester. Moi, je voulais, avant Oui. qu'on parle de ce si long, je pense que c'est intéressant d'avoir un aspect un peu historique sur les vaccins. D'abord, on a très peu de vaccins contre très peu de maladies, virales ou pas. Faut pas croire qu'on a systématiquement, même quand on a compris quel était l'agent infectieux, on n'a pas forcément un vaccin, parce que c'est pas nous qui décidons. Vous allez voir pourquoi. Historiquement, un des vaccins effectivement qui a le mieux marché, puisque c'est pratiquement le seul qui a amené à l'éradication officielle d'une maladie, c'est celui de la variole, justement. Mais il n'a pas du tout été l'objet, le fruit du travail de laboratoire de biotechnologie extrêmement sophistiqué, puisque il vient d'où? Il vient du fait que certains, il y a très longtemps, c'était dans les années 1800 et quelques, on avait découvert que quand il y avait de la variole, les gens qui avaient des élevages de bovins et qui trayaient les vaches, très souvent étaient immunes de cette épidémie qui tuait tout le monde. 30% de gens qui ont la variole mouraient en principe. Et là, on se rendit compte que ces gens-là, et donc parce que ces gens-là, en fin de compte, sans le savoir, étaient infectés par une maladie de vache qui s'appelle la vaccine. Il se trouve que le virus qui infecte et qui fait des pustules sur les petites vaches, les immuniser, d'accord. Alors, et ces observateurs ont été assez intelligents pour dire, tiens, on va peut-être commencer à immuniser les gens en prenant du pus de vache et de leur mettre ça sur le bras et ça va faire une grosse pustule, mais après, et on a découvert effectivement que ça marchait. À côté de ça, on a aussi découvert que quand les gens avaient survécu à la variole, jamais plus de leur vie, ils refaisaient une variole quand il y avait d'autres épidémies. D'accord. Donc c'est comme ça que la vaccination est arrivée. On nous l'a montré, mais personne n'a inventé la vaccination. C'est vraiment Jenner qui a fait ça et on a fait la vaccination bien avant de comprendre ce qui se passait réellement et d'avoir compris ce que c'était que le système immunitaire et tout ça. Alors maintenant, on a compris. Mais c'est pas le fait d'avoir compris qui nous aide vraiment, parce qu'en fin de compte, je vous rappelle, par exemple, ça fait maintenant des années, 50 ans, 40 ans, je sais pas, qu'on vous promet un vaccin contre le sida. Oui. Il n'y en a pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Il y a eu des milliards et des milliards d'argent et des gens extrêmement intelligents qui se sont penchés sur la question. Simplement, comme pour la grippe d'ailleurs, ce virus, il est tellement variable que dès que vous faites un vaccin contre ce virus, il y en a un autre qui apparaît un petit peu différent et qui fait que le vaccin ne marche plus. Un vaccin, c'est une histoire de clé et de serrure. Si vous avez une clé et la serrure change un petit peu, la clé marche plus. C'est simplement ça. Et j'ai entendu récemment donc des va-t-en-guerre, je dirais un peu, qui nous promettent, notamment l'Institut Pasteur, que d'ici 6 mois, 8 mois ou 1 an, on aura un vaccin contre le nouveau coronavirus. Oui. Je vous rappelle qu'il y a effectivement des recherches qui sont menées sur le SRAS. Ça fait maintenant 10 ans. Où on a fait la même chose et on n'a toujours pas de vaccin contre le SRAS. Donc, c'est un virus un peu similaire en plus. Il est 70-80% identique au nouveau virus, d'accord. Et récemment, j'ai vu un papier publié dans un des plus grands journaux scientifiques qui existe actuellement, qui est Nature, où les gens étaient très contents de montrer qu'on avait exactement la structure tridimensionnelle de la protéine qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Et bien sûr, évidemment, l'idée, c'est que si on était capable de bloquer cette protéine, alors le virus ne pourrait plus rentrer. D'accord. Mais seulement, malheureusement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette protéine, on va la purifier, on va l'injecter. L'idée, c'est de l'injecter à des gens qui vont faire des anticorps contre cette protéine. Mais c'est pas nous qui allons dire au système immunitaire où et contre quelle partie de la protéine il faut faire les anticorps. Et si, par malchance, le système immunitaire humain décide de faire des anticorps contre un endroit qui n'est pas l'endroit qui sert à la protéine à interagir avec la cellule, le vaccin ne marchera pas. Donc, vous voyez, il y a des vrais problèmes, c'est qu'on a tout compris, mais c'est quand même pas nous qui décidons de l'endroit où se fait l'immunité contre un agent infectieux. C'est pour ça qu'il y a en fin de compte extrêmement peu de virus pour lesquels on a des vaccins. Ebola est un très bon exemple positif. Par contre, Ebola, ça a été très bête. On a vu qu'il y avait Ebola, on a vu 2-3 protéines, on les a mis et ça a l'air de marcher très bien. Donc voilà, c'est vraiment un petit peu, non seulement on a tout compris, mais c'est pas parce qu'on a compris qu'on peut faire un vaccin rapidement. Effectivement. En fait, dans la vaccination, on fait un espèce de leurre à l'organisme. On lui montre quelque chose qui ressemble à ce pourquoi on veut lutter. On lui injecte. Lui, il reconnaît cette protéine ou ce truc-là. Il fabrique des anticorps contre ce truc-là. Ça. Et du coup, mais pas forcément au bon endroit. Mais après, si c'est un truc relativement rudimentaire, comme la plupart des vaccins qui actuellement marchent, qui sont des vaccins, la polio, la variole, ces trucs-là, ça marche. Mais manifestement, les virus récents, et le sida en est un exemple caractéristique,
on n'arrive pas à leurrer l'organisme de façon suffisamment précise pour qu'il fabrique les anticorps qui empêchent la maladie. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement le virus, c'est la maladie. Oui, c'est d'arrêter la maladie à la limite. Mais justement, on avait Céline de Rouen qui nous demandait si les vaccins sont-ils toujours efficaces ou non. On vient A priori, Alors, un vaccin, quand on l'a, il est efficace, mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours un vaccin. Voilà. oui. Et c'est au stade de développement c'est le stade de développement qui est difficile. Et donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des vaccins rapidement parce qu'il faut avoir des échecs pour ensuite arriver à quelque chose qui marche effectivement dans une vraie personne, quoi. Alors, en plus, au niveau de la vaccination, il y a quelque chose qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est qu'il y a l'efficacité du vaccin lui-même, mais il y a un problème de couverture vaccinale. C'est-à-dire que si vous avez il faut un nombre suffisamment important, un pourcentage suffisamment important de sujets vaccinés pour arriver à ce que le virus circule plus. Si le virus circule plus, bah vous êtes à peu près tranquille. Vous n'avez pas vacciné tout le monde, mais au moins le virus circule plus. C'est pour ça que les campagnes de vaccination, elles sont pas destinées à traiter les sujets individuellement, elles sont destinées à protéger la population. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas être vaccinés. Il faut 70%, quelque chose comme ça, je pense à peu près, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais c'est rarement moins de 70%. Ouais. Parce que donc les gens qui sont immunodépressifs, par exemple, si on les vaccine, en fait, ça sert à rien parce que leur système immunitaire ne marche plus. Donc eux, ils ne peuvent pas être vaccinés. Et donc c'est très important que les gens qui peuvent l'être et être couverts grâce à la vaccination fassent la démarche de se faire vacciner pour protéger aussi les autres, en fait. On a une autre question. Jusqu'à quand un virus peut-il muter ? Est-ce que c'est le vaccin qui lui permet d'arrêter sa mutation ou au contraire, ça peut dégénérer ? Non, c'est plutôt au contraire, en fait. C'est encore une fois une pression environnementale. Donc, si le vaccin, il empêche une certaine particule qui ressemble exactement au vaccin d'entrer dans les cellules, par exemple, s'il y en a une qui est un tout petit peu différente, du coup, elle va pouvoir rentrer et c'est elle qui va prendre le pas sur le reste de la population des virus. On a Franck de Nice qui nous dit qu'il commence à avoir peur, lui, du coronavirus. Il s'interroge sur un éventuel vaccin, donc pour ce virus-là, en combien de temps on pourrait le fabriquer ? Alors, vous avez un petit peu répondu à sa question. Peut-être que vous pouvez peut-être aussi le rassurer ou pas ? Ben oui, là, encore une fois, pour la réponse, je pense que c'est pas forcément déjà de faire un vaccin, de commencer à faire un vaccin qui va être très lent, c'est déjà d'arriver à le faire, le faire passer toutes les réglementations administratives qui vont absolument assurer qu'il est totalement non nocif et qu'il faut absolument le tester sur tant de personnes. Et bon, mais en plus, comme je vous ai dit, il y a des tas de cas où, malgré toute l'intelligence qu'on peut mettre dedans, tout l'argent qu'on peut mettre sur le premier phénomène de recherche, la nature ne nous permet pas de faire un vaccin, en tout cas facilement sur ce type sur l'infection, voilà, c'est quelque chose, on n'y peut rien, il faut trouver autre chose. Et c'est pour ça qu'il y a quelquefois on a parlé récemment de cette fameuse chloroquine, là. On trouve quelquefois effectivement des médicaments qui sont quelquefois beaucoup plus simples, qui pourraient éventuellement aider dans des cas où on n'a pas de vaccin, justement. On a beaucoup de réactions en direct sur les réseaux sociaux. Les gens sont pas très rassurés. Est-ce que vous pouvez les rassurer autour de ça, Wilfried ? Oui, alors en fait, je suis toujours un peu surpris que tout le monde pense au vaccin aussitôt qu'il y a une maladie, parce que c'est quand même pas la réponse immédiate qui vient à l'esprit, quoi. Je veux dire, le SRAS qui remonte à 10 ans, non, 15 ans. Oui, personne parle de vite, je vais me faire vacciner contre le SRAS. C'est pas ça, mais je veux dire, le SRAS, on a arrêté le SRAS avec des mesures barrières, hein. C'est simplement parce qu'on a mis des masques, des gants et qu'on s'est lavé. Les gens nous disent qu'ils se sentent pas suffisamment protégés. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Il y a plusieurs auditeurs qui nous disent ça. Donc du coup, vaccin pour se protéger. Voilà. Oui, non, mais la protection, elle est un peu illusoire avec le vaccin, d'autant qu'on l'aura pas. Donc je crois qu'il faut oublier le vaccin. Ça fait pas partie de la panoplie, quoi. Je veux dire, la protection, ça sera d'éviter de rencontrer les gens malades. Ça, c'est valable pour toutes les maladies infectieuses virales, quoi. Hein. Et porter des masques quand on est malade, puisque en fait le petit masque, il faut quand même le dire, le petit masque chirurgical que les gens mettent, c'est que pour les malades. Oui, ça, faut le préciser. Parce que beaucoup de gens pensent que porter un masque va les éviter d'attraper la maladie, alors que c'est pas du tout ça. Ça marche pas du tout. Et oui, mais la plupart des gens, beaucoup d'auditeurs parlent de ça, faut mettre des masques, etc. Effectivement. Donc les masques
pour se protéger, vous Ça les sert à aurez. rien. Si, il y en a, mais vous les aurez pas facilement. C'est réservé. Ça se trouve pas dans le commerce facilement. Il faut se protéger la totalité du visage, les yeux, etc. Tout en fait. Oui, il faut tout se protéger. Donc, mais ça, c'est pour les gens en bonne santé, pour le personnel soignant qui va prendre en compte, en charge les gens. En revanche, quelqu'un qui veut éviter, il faut qu'il se lave les mains avec du savon, après qu'il prenne un soluté hydroalcoolique et qu'il évite le contact, quoi. Je veux dire, les lieux publics où on peut se rendre malade. Et ça, je le dis, c'est valable aussi bien pour le coronavirus que surtout pour la gastro et encore plus pour la grippe, quoi. Après, dernière chose, il faut quand même pas oublier que le coronavirus, pour l'instant, et avec le recul qu'on en a, c'est pas une maladie très grave. Je veux dire, il y a d'autres problèmes de santé publique en France qui sont énormément plus graves. Je pense que si les gens qui ont peur du coronavirus commencent à se barricader chez eux, il faut tout de suite qu'ils arrêtent de fumer, parce que là, ils vont risquer beaucoup plus qu'un coronavirus. Ils vont risquer de mourir d'un infarctus, qui est énormément plus fréquent. De prendre leur voiture. Il faut absolument qu'ils arrêtent de prendre leur voiture. On a plus de chances de mourir en voiture que du coronavirus. On a 50 fois ou 100 fois plus de chances de mourir d'un accident de voiture, voire même de se faire heurter quand on est sur un trottoir. Enfin, voilà, en termes de chiffres et de statistiques, le coronavirus, il est dans les derniers de la classe en termes de dangerosité. Justement, on va y revenir dans quelques secondes. À tout de suite. Partagez vos avis, vos expériences et commentez nos émissions sur notre page Facebook Faut qu'on en parle, ainsi que sur notre répondeur non surtaxé au 07 839 839 75. Et justement, nous le constatons encore en ce moment même, on en parle régulièrement avec nos moyens de transport aussi comme l'avion. Les virus peuvent vite se propager dans le monde. Comment on peut lutter contre la propagation mondiale ? C'est pas possible ? Si, c'est possible. Faut qu'on arrête de circuler, faut qu'on arrête de se rencontrer et en gros, faut arrêter d'acheter sur des sites chinois parce que visiblement vous êtes un peu harcelé au 15 par des questions comme ça. Alors ça c'est un petit peu l'anecdote. Effectivement, on a eu au début il y a quelques semaines là à l'époque où les médias se sont emparés de l'affaire du coronavirus. Oui. Ils sont passés assez rapidement du problème de retraite au coronavirus. Et là, au bout d'un moment, on a commencé à avoir des comportements complètement aberrants de gens qui étaient perdus dans les explications qu'on leur donnait, dans les informations, et qui nous ont demandé, par exemple, s'ils risquaient quelque chose, s'ils achetaient quelque chose sur un site chinois, est-ce qu'ils risquaient le coronavirus ? Je crois qu'il faut garder un peu de bon sens. Pour pouvoir attraper une maladie, il faut être en face de quelqu'un qui est malade ou qui couvre, quoi. Mais vous allez pas pouvoir attraper une maladie virale avec un virus qui résiste pas bien dans le milieu naturel. En plus, qui aurait traversé, qui aurait fait des milliers de kilomètres pour venir en bateau. Soit en bateau, soit en soute, où il fait, je sais pas combien. Moins 30. Très froid. Et quelque chose que vous pourriez attraper comme ça. Non, il faut être en contact rapproché avec quelqu'un qui est malade. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les quelques cas se propagent un petit peu dans le monde, c'est essentiellement les gens qui ont voyagé. Qui voyagent, ouais, effectivement. Hein. Et pourquoi on n'avait pas de pandémie au 19e siècle ? Parce qu'on n'avait pas de voyage, tout bêtement. Alors on avait des épisodes épidémiques locaux, et cette crainte de l'épidémie, de la pandémie, elle prend ses racines dans les épisodes épidémiques de la fin du 18e et du 19e siècle, où on savait pas ce qui se passait. Les gens mouraient par paquet de 12 dans les villes, et surtout on savait pas d'où ça venait. On pensait que c'était une punition divine. Enfin, on n'avait aucun moyen de se prémunir de cette affaire-là. Après, c'est resté, je pense, dans l'inconscient collectif, et d'où cette espèce de crainte un peu ancestrale de l'épidémie. Je pense que si on a des comportements un peu cohérents, en évitant de faire des voyages qui sont pas absolument nécessaires, comme les croisières par exemple, comme les croisières par exemple, qui sont pas absolument vitales aux humains.
pourquoi est-ce pour l'instant les instances du foot disent bon on arrête les matchs de foot et tout ça, c'est juste pour ça. Un match de foot c'est important. C'est un rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Mais si tout d'un coup pendant un mois ou deux on n'en fait pas, je veux dire la Terre va pas s'arrêter de tourner. La question c'est que ça va durer combien de temps cette histoire? Bah, on va pas pouvoir s'arrêter de vivre comme ça pendant des mois. Ça va durer quelques semaines. Ah ok, quelques semaines. Bah à peu près. Ouais. Ça va pas durer 6 mois. C'est l'histoire naturelle d'une d'une épidémie, c'est quelque chose comme ça. D'ailleurs on le voit qu'en Chine ça régresse. En Chine, il y a moins de nouveaux cas en Chine qu'en Europe Il y maintenant. a un modèle mathématique qui a été fait dès le début et effectivement, la courbe suit le modèle mathématique prévisible. Et effectivement, on est en train on a atteint le sommet et ça va décliner en Chine. Et nous, on monte un peu. Ça va monter un peu, puis ça va redescendre. Oui, non, enfin voilà, c'est vraiment. On sera pas dans le même nombre de cas qu'une grippe saisonnière. Mais la grippe saisonnière, donc la fameuse grippe, si les gens. Je vous rappelle les chiffres, 84 000 personnes dans le monde, dont 80 000 en Chine, voilà. Une quarantaine en France. Ce qu'il faut dire aux gens qui ont peur du coronavirus aujourd'hui, c'est qu'ils devraient avoir autant peur de la grippe saisonnière, ou leur retourner le truc en leur disant, est-ce que la grippe saisonnière vous fait aussi peur que le coronavirus, parce que c'est non, parce que dans la tête des gens, c'est on meurt pas spécialement de la grippe saisonnière, et pourtant la grippe saisonnière tue plus que le coronavirus. Pour l'instant, oui. Et là, on parle de quelques morts. Oui, on est 66 millions de Français. Pour l'instant, il y a 2 morts. Alors qu'il y a combien de morts sur la grippe saisonnière en France par an? 10 000. L'an dernier, il y en a eu 10 000. C'est ce que j'avais dit, 10 000 quand même. On parle de 10 000 morts par an avec la grippe saisonnière en France. Et là, on parle de 2 morts en attendant. Voilà, oui. Mais après, c'est sûr que quand on vous le serine toutes les 5 minutes à la radio, à la télé, c'est que les médias le brassent en boucle. Après, les chiffres, ils vous donnent le vertige et vous savez plus du tout comment les positionner en termes de bon sens. Mais là, effectivement, on est dans des chiffres qui sont dérisoires en termes de. Par contre, sur le plan économique, je dis pas du tout la même chose. Absolument. Oui, là, ça devient catastrophique. Catastrophique. Pareil, c'est avec tous ces phénomènes qui sont des maladies qui sont finalement pas très graves au plan individuel. Par contre, vous mettez une usine à genoux assez rapidement parce que les 2 tiers des gens qui travaillent dans l'usine, ils travaillent plus parce qu'ils sont chez eux, soit confinés, soit malades. Donc du coup, sur le plan économique, je dis pas pareil. Mais je pense que c'est une des meilleures choses qui soit arrivée à la Terre depuis ces 50 dernières années, le coronavirus. Ça va limiter l'empreinte carbone de façon. A priori, elle a significativement baissé en Chine, mais les études montrent que ça va réexploser derrière pour essayer de compenser non, après. Mais c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est énorme. C'est plus combien de millions de tonnes. Elle va pas durer très longtemps, malheureusement pour la Terre. On a Elodie qui nous demande si quand on parlait du pic d'épidémie avril-mai en France, est-ce que c'est toujours le cas ou plus du tout? Non, à mon avis, le pic va être un peu plus tôt qu'avril-mai. Ouais, au mois de mars. On sait que ça va pas tarder là. Mais phase 1, on attaque l'épidémie dans une semaine ou deux, on y est là. Ouais. D'accord. Ok. Bon, ça va représenter quelques centaines de personnes en plus, puis voilà. Peut-être beaucoup moins que la grippe saisonnière, probablement. Oui. Alors ça, c'est plus que probable. Oui. Il faut voir qu'on comprend pas, là c'est l'ex-spécialiste de santé publique qui parle, on comprend quand même pas toujours exactement la raison de la distribution, enfin de la fin d'une épidémie et de la disparition d'un virus. Par exemple, le SRAS, il a disparu, on ne sait pas trop pourquoi. Le phénomène classique, c'est qu'on imagine que quand une maladie tue pas tout le monde, eh bien les gens très souvent ont eu des infections, notamment asymptomatiques. Toute cette population, en fin de compte, s'est vaccinée naturellement parce qu'elle a fait des anticorps contre ce virus pendant qu'elle avait la maladie, sans même qu'on le sache. Et au bout d'un moment, il y a tellement de gens qui ont fait des anticorps que c'est comme pour la vaccination. Il y a plus assez de gens qui sont disponibles pour le virus et l'épidémie s'arrête. Oui, elle s'arrête. Mais c'est pas toujours comme ça. Enfin, c'est pas absolument clair pourquoi certains virus reviennent, comme la grippe. Les virus reviennent périodiquement. C'est pas la même grippe. On va en parler tout à l'heure de la grippe saisonnière, mais c'est pas la pareil, même. Il y a certains coronavirus reviennent, mais d'autres plus jamais. Et donc, il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux qui reste encore à comprendre ici. Est-ce que les personnes qui ont été atteintes de la grippe H1N1, du coup, elles sont susceptibles d'avoir plus facilement le coronavirus ou au contraire, elles sont immunisées plus que les autres? Ça n'a vraiment rien à voir. Hein. Rien à voir. Ok. Il n'y a pas de corrélation dans un sens ou dans l'autre. Donc ceux qui ont eu déjà la grippe cet hiver, ils peuvent quand même avoir le coronavirus au printemps. Oui, c'est pas le même. C'est ça.
Et la tuberculose, et la tout, syphilis, la totale, on peut et tout la avoir. sida. Gastro. Ah bah oui, la gastro, on risque pas de la louper C'est juste celle-là. une question de pas avoir de chance. Les pauvres, ils vont être déprimés, nos auditeurs. Ils croyaient Non, mais il y en échapper. a très peu qui ont eu le H1N1. Il n'y en a pas beaucoup qui ont eu Non. le H1N1. Non, heureusement. On a eu Fabien aussi de Toulouse qui nous a laissé sur notre répondeur le 07 839 839 75. Et vous pouvez nous laisser des messages d'ailleurs tout le temps. Il nous dit qu'il envisage de voyager prochainement. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Est-ce qu'on doit encore en prendre plus qu'avant avec le coronavirus? À part éviter, on a dit Oui, tout à l'heure, éviter les à part voyages. éviter de voyager. Non mais Après, tout dépend ce qu'il va faire. S'il va toucher son billet de loto où il a gagné 1 million d'euros, ça serait couillon de pas y aller. Vous mettez un masque. Et puis lavez-vous les mains. Et puis voilà. Mais une fois que je vous dis non, ça, je il n'y a vous ai pas de tout dit, conseil quoi. plus que ça, quoi. C'est. Non, Ouais, Wilfried, oui. Je voudrais revenir laver les mains. sur l'histoire du masque, mais je pense savoir que, même si je suis pas médecin, que l'infection la plus courante, c'est en se grattant les yeux et en se mettant le doigt dans la bouche, quoi. Donc, Ouais. c'est le masque, c'est vrai que pour la bouche ça marche, mais pour les yeux, on a très même tendance à se gratter le coin des yeux extrêmement souvent. Et ça, Visiblement, c'est- statistiquement, on se toucherait le visage au moins une fois par minute. Absolument, c'est ça le plus. Donc, c'est Et pas que le masque. Effectivement, c'est pour ça que je dis les flacons de solution hydroalcoolique sont beaucoup plus intéressants que les masques qui vous protègent. que l'inhalation directe. Les masques FFP2, ceux qu'on utilise, que les soignants utilisent quand ils sont en face de gens malades, qui sont des masques étanches. Oui, ça c'est ce qu'on peut voir dans les salles actuellement, voilà, etc. de confinement. Ceux-là vous protègent la bouche et le nez, mais vous protègent pas du tout les yeux. Et il faut Donc, mettre on a des lunettes il faut aussi. Alors- la visière, tout ça. Donc, mais par contre, clairement, le lavage des mains a nettement plus d'intérêt que de porter un Alors la masque question qui- c'est à quelle fréquence il faut se laver les mains, à quelle fréquence il faut utiliser le gel hydroalcoolique. Est-ce qu'il faut le faire une fois, 2 fois, 10 Alors, fois, 15 fois dans la journée, je sais pas. Moi, quand je suis à l'hôpital, je me lave les mains en arrivant et en partant, Ouais. et j'utilise le gel hydroalcoolique quasiment toutes les 10 minutes. D'accord, mais parce que c'est à l'hôpital, ok. C'est Mais je suis à l'hôpital et je suis face à des malades. pour Mais ça qu'il y en a partout dans les hôpitaux, Voilà, il y en a des partout, bonbonnes, on cherche un voilà. peu. Mais par contre, quelqu'un qui a pas de contact avec des malades, mais qui circule dans des endroits où il y a Voilà nos d'autres auditeurs humains, par voilà, exemple, oui. je pense qu'avoir un flacon de solution hydroalcoolique pour s'en mettre sur les mains dès qu'ils sortent des transports en commun, quand ils vont dans des locaux publics. Donc il n'y a pas vraiment de règle, ça peut être tous les quarts d'heure, toutes les heures, toutes les 3 heures, enfin. Moi, j'en c'est mettrais pas- dès que j'y pense, quoi. Oui, je pense que Ça se dépend. laver les mains, voilà, si on est dans les transports, une fois qu'on arrive là où on va, premier C'est sûr que dans réflexe, les c'est qu'on va se métros, laver les mains. etc., quoi. Ah ouais, dans enfin, le, c'est dans le clair. métro, c'est là où vous attrapez. Ne serait-ce que quand vous poussez votre caddie, vous avez sur Bien la sûr, barre du caddie forcément. les 3/4 de tout tonne ce qu'on de peut virus trouver dessus. comme bactéries, Oui. comme virus. Donc tout dépend de l'activité. Moi, je vois 40 patients par jour, je me lave les mains 40 fois, quoi. Donc Voilà. Et oui, maintenant, forcément. si j'étais sur un tracteur dans ma ferme, bah, je les laverais Évidemment. que le soir, quoi. Oui, et puis peut-être pas mettre Ou du gel avant de manger, hydroalcoolique toute donc la 2 journée. fois dans la journée, quoi. Donc c'est tout, quoi. Effectivement. Justement, on a aussi Céline de Metz qui nous demande les pays dans lesquels il faut pas se rendre actuellement. Bon, je pense qu'on en a assez entendu parler, mais par exemple, elle a fait un voyage au Maroc récemment et elle s'inquiète un peu. Alors, actuellement, peut-être je te laisse pas. Donc en répondre. fait, il y a le site santé.fr. Donc ça s'écrit santé sans l'accent. Oui. .fr. C'est ouvert à l'ensemble de la France et sur lequel vous avez les mises à jour permanentes. Donc aujourd'hui, ils ont rajouté, je crois, l'Émilie-Romagne qui était pas hier. Il n'y a pas le Maroc. Hein. Ne marquez pas. Non, le Maroc, il non, n'y a non, pas. Maroc, il y a pas. Donc c'est vrai que la meilleure info qu'on peut se donner, c'est aller sur sante.fr et là vous aurez toutes les infos sur les pays et c'est remis à jour vraiment au moins une fois par jour. Nous, au SAMU, on l'a en direct tous les jours, 2 fois par Oui. jour. Et effectivement, l'Émilie-Romagne est sortie en fin d'après-midi. Mais clairement, il y a 5 pays actuellement qui sont la Chine, la Corée du Sud, L'Italie aussi. l'Italie. Pas Bah, toute non, l'Italie, Pas toute l'Italie en plus. Quatre Ouais, ok. 3 régions. régions Ouais. de l'Italie, l'Iran et Singapour. Voilà, Ça aujourd'hui vous laisse là. un peu de marge pour aller Aujourd'hui, ailleurs. alors Ah oui. ça change tout le temps, donc Pour Mais la ça change tous Chine, les il faut jours, aller voir. et donc voilà. il faut être Et, connecté. Hein. faut être un peu Donc connecté. déjà, faut éviter un petit peu les voyages dans ces zones-là, ça c'est clair. Alors après, les gens qui hier étaient en Émilie-Romagne,
on leur a dit peinard. Et puis aujourd'hui, on leur dit, ah non, plus peinard. Donc effectivement, Oui, non, mais bien sûr. les choses évoluent tous les jours. Je crois que globalement, dans le cadre d'une pandémie mondiale, je crois pas, à part au Groenland peut-être et en Antarctique, où Ouais. vous êtes à peu près peinard que de pas en trouver, mais parce qu'il n'y aura pas d'humains. Tout le reste. Enfin, il n'y a pas de quoi s'affoler quand même non plus. Non, il y a surtout pas de quoi s'affoler dans Voilà. la mesure Faut où- arrêter la où psychose. Le Voilà. coronavirus, il peut vous donner juste un simple petit rhume de rien du tout, sans Voilà. fièvre. La plupart des gens, ils toussent pas. Enfin, je veux dire, ça donne pas un tableau de détresse respiratoire, quoi. Sauf C'est une grippe un petit peu exception. plus violente, quoi. Bah, c'est Et une- encore, Voire Pas même un peu toujours, moins violente. oui. voire même moins violente c'est que la plutôt grippe. une grippette. Ah oui, Ah oui, d'accord. Oui, Ok. oui. Ah, mais à tout prendre. Alors je là, après, préfère on va un avoir des coronavirus questions. qu'une Alors, gastro, je hein. regarde pas toutes les questions parce qu'on a pas mal de choses qui passent. Là, mais je peux me faire passer pour un auditeur, je dirais. J'imagine le truc. Pourquoi on a des morts dans ce cas-là alors? Mais on a des Des morts morts de pour la grippe, quand même. toutes les maladies. Ah, on l'a dit, ouais, 10 000 morts en France, la grippe. Non, mais- normale. mais Les voilà. gens qui meurent de grippe, c'est quand même toujours des gens Fragile. des gens qui ont une immunité basse, donc des gens plutôt très âgés, avec d'autres pathologies, d'autres comorbidités qui font que ils sont très fatigués et que Et oui. le moindre truc va les faire basculer, quoi. Je veux dire, mais c'est pas, en tout cas pour le coronavirus, on n'a pas de jeunes en bonne santé. On a Fatima de Melun en région parisienne qui nous dit qu'effectivement, a priori, ça toucherait pas les enfants, ce coronavirus. Voilà, effectivement, on n'a pas d'enfants touchés. Alors on ne sait pas pourquoi, parce qu'effectivement les virus grippaux touchent aussi les enfants. Et le coronavirus, pour l'instant, on n'a pas de cas déclarés. Donc c'est intéressant. Alors, on n'a pas, Enfants, on n'a c'est pas jusqu'à combien d'enfants touchés. Enfin, on n'a pas d'enfants malades. Quel âge? Est-ce qu'ils Oui. sont touchés? On sait pas, en fait. Oui, Ah non, mais ils absolument. peuvent être touchés, mais ce que je veux dire, c'est Voilà, qu'effectivement, ils ont pas de symptômes, le, donc, le ouais. génie du virus, pour l'instant, il a jamais touché un adulte jeune, alors que ça arrive très souvent dans la grippe, ni d'enfants. Ouais. Ce qui arrive également Oui, très parce que souvent souvent dans sur la grippe. grippe, on en parlera rapidement tout à Oui, l'heure. oui, non, Souvent, on empêche les enfants en bas âge, les petits, les Ce qui, personnes âgées. ce qui ferait penser plutôt que le coronavirus est beaucoup moins virulent que la grippe. Il est juste non, il est à peu près similaire au niveau contagion, on l'a dit, oui, tout à l'heure. Oui, au niveau La de grippe, la mais grippe, oui, mais mais pas au il est niveau- moins après, violent que la grippe, au final. Après, c'est l'agressivité. C'est-à-dire qu'au Oui. niveau agressivité, s'il touche pas les adultes jeunes, ce qui est quand même une spécificité de la grippe, et les enfants, ça veut dire qu'il est pas si méchant que Au ça. final, tel que vous le décrivez, ce coronavirus, ben oui, il a l'air moins violent mais que la oui, grippe, quoi. mais complètement. Et Donc pour, là, on a des paroles de médecins, de virologues sur le plateau, du SAMU, c'est pareil. Oui, Oui. bah oui. c'est le message que vous faites passer ce soir à tous Complètement, nos faut se auditeurs. détendre, Ah oui. ouais. Ou alors No stress. il faut No stresser stress. autant pour la grippe saisonnière de tous les ans. Et aujourd'hui, il y a que 50% des gens qui devaient se faire vacciner contre la grippe qui se sont fait vacciner, ce qui veut dire que la population n'est pas protégée, d'accord? Puisqu'on a dit qu'il en fallait 70 à 80% pour que la population soit protégée. Justement, Et voilà. donc, on a quand même 50% des gens qui devraient être vaccinés contre la grippe qui s'en foutent complètement. Donc, ils devraient Ouais. avoir la même attitude avec le coronavirus. Encore plus. Justement, on allait parler de la psychose, etc. Comment en est-on arrivé là? Comment éviter cette psychose? Cela fait peur à tout le monde. On a l'impression qu'on peut rien y faire. Alors pourquoi cette panique est-elle en train de se diffuser? Réseaux Bah oui, sociaux. on voit des gens qui patientent des heures pour acheter des masques de protection en Corée du Sud, etc. On a même des pharmacies, je crois, en France qui sont déjà vides et tout. C'est impossible de trouver des Il n'y a masques. plus de masques. Est-ce que vous pensez qu'en France on peut arriver à un état de psychose de fou pour au final peut-être pas grand-chose, d'après ce que vous nous Je dites pense là? qu'on a un peu s'il nous reste un tout petit peu de bon sens, je pense qu'il faut pas C'est le hésiter message à que vous l'utiliser, passez hein. là. Mais- Voilà. Après, la psychose, elle est le fait des gens qui ont plus de bon sens. Donc, je pense que les Français Comment on peut faire regardent pour un peu éviter de à- créer ce mouvement de panique? Alors déjà, Alors déjà, je faire ce pense qu'on que fait là. l'émission voilà. qu'on fait là, Clairement. j'espère, elle va porter des fruits. Après, je pense que les médias ont une énorme responsabilité dans la psychose ou pas la psychose. Oui, mais est-ce que c'est certains justement sont- parce que tout le monde ne parle pas que de ça en ce moment? Et que Bah, du coup, oui, bah oui, on est d'accord, ça, hein. ça entraîne, ça Oui. nourrit cette psychose. Oui. Moi, je regarde pas la télé, je suis pas du tout inquiète. Oui, bah forcément. Donc, voilà. Oui. C'est moi, quand j'en même ai le parlé- sujet de les conversation journalistes- numéro 1. Les journalistes à qui j'ai posé la question m'ont dit c'est les réseaux sociaux, c'est pas nous. Oui, parce que vous en avez parlé récemment sur France 3, je crois. Ouais. Hmm. Bah ouais, non, ouais, parce que C'est les réseaux sociaux, en fait, qui pour eux, partagent. Il y a des- pour eux, c'est pas eux qui sont responsables. Eux suivent le mouvement, ils accompagnent, on va dire, et au contraire, ils essayent de dédramatiser. je Oui, veux mais dire, souvent, en fait, Bah, plus les je médias suis en sur les parlent. réseaux Et... sociaux, par contre. Et je suis pas inquiète.
Donc, Et pourtant, il y a des groupes sur les réseaux sociaux où les gens sont en panique complet, quoi. Ouais, donc, ce que je veux dire, c'est que ça communique beaucoup, quand même aujourd'hui, mais je pense que les journalistes ne sont plus les seuls faiseurs d'opinion. Oui, non, complètement. Certes, oui. Après, il y a quand même les réseaux sociaux, ça touche essentiellement une partie jeune de la population. Tous les gens, beaucoup de gens qui sont plus âgés, au-delà de 55, 60 ans, les réseaux sociaux, ils n'y ont pas beaucoup accès et ils ont essentiellement accès à la presse télé, radio et papier. Et effectivement, quand on prend n'importe quel journal télévisé ou radio ou quoi, mais le coronavirus, il prend les 2/3 de l'information. Donc, je suis pas tout à fait d'accord avec les journalistes qui disent on y est pour rien. Mais après, quand même, il y a des choses. On n'a pas l'impression que tout ce qui s'est passé en Chine, on n'a pas vu très clair, Mylène. En ce moment, par exemple, Oui, avec on a toute la cette crise du coronavirus, on a vu à la télévision les rues de Wuhan qui sont complètement désertes, toute la population est confinée chez elle. Dans d'autres pays, on recommande à leurs habitants de faire autant, comme en Iran où le vice-ministre de la Santé a été infecté, mais pourtant, en vue de tout ce qu'on nous annonce, la situation n'est soi-disant pas trop critique. Sur le plan sanitaire, elle n'a pas l'air, a priori. Pensez-vous que la Chine et même les autres médias nous disent vraiment toute la vérité sur le coronavirus ou ils cachent quelques chiffres? Quelques vérités. Ça pose juste Après, question, la Chine, en fait. Ça pose la question. Si c'était le seul truc qui nous cache, je suis content. Hein. Non, mais on a quand même vu des rues désertes et tout. On n'a pas encore vu ça en France. D'accord, mais vous allez aller à Shanghai, vous allez comprendre que c'est pas désert du tout. Enfin, la Chine, mais on nous montre pas ça. Se Si vous résume voulez, pas à la province du Hubei et de Wuhan. Hein. C'est pas grand monde par rapport au reste de la Chine. Hein. Donc effectivement, quand vous filmez que l'aéroport de Wuhan ou de ça, ou les rues de la ville. Là, forcément, vous avez l'impression que toute la Chine est dans ce cas-là. Mais c'est faux complet. Enfin, oui, mais on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont laissé des messages là-dessus. On nous cache des choses, théorie du complot, etc. Regardez ce qui se passe en Chine, tout est vide. Après, c'est bizarre, il y a des millions d'habitants, il n'y a plus personne dans la rue. Vous aurez beau faire ce que vous voulez, personne l'arrêtera. En tout cas, sur le plan sanitaire, vous rassurez tout le monde ce soir. C'est la base de la théorie du complot, ça. Mais c'est une grippette, sur le plan sanitaire, sur le plan objectif. Moi, j'appelle ça une grippette. Voilà. Ouais, Wilfried, pour vous, c'est une grippette, clairement. Il y a des études, enfin, je saurais pas citer les auteurs, mais les philosophes et les sociologues qui travaillent sur la perception du risque. ont un peu rationalisé ça. En fin de compte, apparemment, on perçoit les risques d'autant plus qu'on a l'impression qu'on pourrait faire quelque chose pour les éviter. Et c'est pour ça qu'on se fiche complètement du fait, effectivement, qu'on meurt 2 ou 3 fois plus sur la route que du coronavirus, parce que on estime que la route, 10 000 morts par an, c'est normal, on n'y peut rien. Par contre, là, on a l'impression qu'on pourrait faire quelque chose, donc du coup, on a une perception beaucoup plus catastrophiste de ce risque qu'on pourrait penser pouvoir éviter que ce risque. Mais en fin de compte, effectivement, dans les faits, objectivement, il y a le risque, il devrait être perçu exactement au même niveau, et même plus bas, alors qu'en fin de compte, il est perçu plus haut parce que on a l'impression qu'on pourrait l'éviter, quoi. Donc ça, c'est un risque. Le fait de mourir sur la route, c'est pas un risque parce que de toute façon, on meurt sur la route. Et pourtant, on a plus de chances de mourir sur la route. Absolument. Ouais. Ce qui est ridicule, en fin de compte, quand on réfléchit. On a une question de Miguel qui nous demande, est-ce qu'au final, tout ça n'est pas mental? Est-ce que le coronavirus, on peut pas l'attraper en se disant qu'on va l'avoir et se provoquer, du coup, des courbatures, de la toux, alors que on tousse là, pas on et qu'on va même pas pas, utiliser la physique quantique, là. Quand même pas, là. On peut attraper un rhume et se dire qu'on a un petit coronavirus, par exemple. Ah oui. Ou attraper une grippe et se dire au final, c'est un coronavirus. Parce que peut-être que finalement, si on avait eu le coronavirus, ça aurait été une grippe plus faible. C'est ça. Du coup, pour répondre un petit peu à cette menace, on va dire, d'épidémie de coronavirus, on n'arrête pas d'entendre le gouvernement, le ministère de la Santé qui a défini différents niveaux de mobilisation, des établissements de soins. On a déjà 38 hôpitaux, principalement des CHU, bien évidemment, qui sont sur le pont pour répondre à la propagation du Covid-19 en France, et aussi 70 autres établissements, donc ça fait quand même beaucoup de monde en seconde ligne, comme je crois que le Sainte-Mus à Toulon, c'est le cas de votre établissement. Comment ça va se passer avec tous ces foyers d'infection éventuellement à côté de chez nous? Pensez-vous qu'on est bien préparé, que le gouvernement fait pas trop ou pas assez? Parce qu'au vu de ce que vous venez de dire, ça a pas l'air très grave, ce coronavirus. Pourquoi on a l'impression que on se prépare à quelque chose de grave? Alors, on peut pas reprocher au gouvernement de faire plein de trucs et derrière leur dire mais vous avez rien fait. Donc je pense qu'il est dans son rôle. C'est un peu comme la canicule en 2003 à l'époque, on leur reprochait qu'ils avaient. Voilà. Le gouvernement, il est dans son rôle, je pense. Enfin, il y a pas que le gouvernement, les ARS sont dans leur rôle, etc.
on pourra pas leur reprocher de pas avoir prévu. Toute la question, c'est est-ce que le dimensionnement est bon? Est-ce que c'est démesuré ou pas? C'est ça la question. Non, je pense que non, parce que avec une épidémie, on ne sait pas ce qui nous arrive demain. Donc, on a choisi en France de faire de la précaution. On a les moyens financiers pour le faire, donc on le fait. Alors, les moyens financiers, c'est une chose. Est-ce qu'il y a les moyens humains? Parce que quand même, quand on parle du SAMU, des urgences, on sait qu'il y a un problème de personnel, problème de moyens. Alors, c'est un peu lié tout ça. Enfin, On a justement Roger Oui. qui nous dit, est-ce qu'en France, on serait capable de construire un hôpital aussi rapidement que l'ont fait les Chinois? mais c'est pareil. Est-ce que les Chinois, ils ont fait une opération de pub avec leur hôpital? ils ont mis des monté en 15 jours. préfabriqués en 15 C'est jours. un hôpital militaire de campagne, on a les mêmes. Hein. Alors moi, je peux vous Il j'ai y a travaillé rien de bluffant dans un du hôpital tout, hein. dans un Oui, mais la hôpital manière comme dont ça. ça a été fait, on a l'impression que c'était l'apocalypse, Non, que tout le monde allait non, mourir non. en Chine. Alors moi, je peux vous garantir ça qu'un entraînait la psychose. un hôpital de campagne, Oui. ça met pas 15 jours à se monter, ça met 24 heures. C'est ça, ouais. Sauf qu'il est plus grand que ceux qu'on met nous parce qu'on est moins nombreux. Mais je veux dire, c'est des Et modules. on sait qu'on très met bien les le uns faire. J'ai C'est travaillé rien. dans ce type de structure. On met 24 heures pour les monter et il suffit de mettre 4, 5, 6, 7 modules en fonction du nombre de gens qu'on attend. Ouais. Et on sait très bien le faire. On a les modules pour le faire. Je vous signale entre guillemets qu'on n'est pas du tout dans un épisode dimensionnant parce que pour l'instant vous n'avez pas du tout entendu parler de l'armée. Non, du tout. Personne n'en a entendu parler. Et à juste titre, il n'y a pas de raison. Si on arrivait dans une dynamique où il y aurait tellement de malades à prendre en charge, je peux vous garantir Là, il y aurait des que hôpitaux les militaires de campagne. les hôpitaux militaires savent très bien monter en quelques heures un hôpital de campagne. Et il n'y a pas besoin pour un problème infectieux comme ça de logistique et de technologie extrêmement pointue pour prendre en charge des malades de la grippe, y c'est compris des malades de la grippe grave, qui sont des malades de réanimation, mais on sait faire de la réanimation dans les hôpitaux sous tente. Donc non, clairement, on n'est pas dans quelque chose qui est hors de proportion. On se prépare. Si ça vient, on sera prêt. Si ça vient pas, on se sera préparé pour rien. On aura fait un exercice. Non, je pense que clairement, on est dans quelque chose qui est Dans une bonne logique. qui est dans une bonne logique d'un pays industrialisé du nord de l'Europe. Voilà quoi. En plus, c'est la 3e fois qu'on se met dans ce mode de fonctionnement parce que on va prendre l'habitude de tous ces stades parce que on sait pas, peut-être qu'un jour il va nous tomber dessus une grippe aviaire, une vraie H5N1 qui va, voilà. Donc non, C'est presque un entraînement, effectivement. je pense que c'est presque de ce domaine-là, mais pratiquement, on peut pas reprocher aux responsables de la santé publique de faire de la santé publique. Là, je crois que ça serait quand même Au risque, un peu gonflé. au risque de pas être totalement politiquement correct, mais j'ai l'impression aussi que depuis un petit peu l'affaire qui avait coûté son poste à Mattei, tout le monde cherche un peu aussi à se couvrir. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, moi j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, j'ai fait de façon à ce que plus tard on puisse pas lui dire, t'as pas fait tout ce qu'il fallait. Donc on attend, je pense maintenant à en faire un petit peu trop, dans tous les domaines d'ailleurs, dans les domaines réglementaires, dans tous les domaines, pour être certain qu'après ça va pas vous retomber sur la. Alors, on a Anita de Toulouse qui nous dit oui, non, mais c'est bien beau tout ça, mais avec tout ce plan qui se prépare, on a l'impression que ça va être grave, voilà. C'est l'impression que ça donne, ce battage médiatique autour d'un plan, on mobilise X hôpitaux, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, Est-ce que vous pouvez lui répondre? On a l'impression que ça va être grave. Encore une fois, si les pouvoirs publics prennent pas la mesure de quelque chose qui pourrait Mais ça l'être, entretient la psychose, en fait, au final, ça. à ce moment-là, oui, effectivement, de façon indirecte, vous entretenez la psychose. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux Entretenir les choses pour rien. Entretenir les choses pour rien que tout d'un coup se retrouver avec, Oui, comme sûr. ça a été le cas pour la canicule, où on s'est retrouvé avec une surmortalité parce que finalement personne n'avait Personne n'avait prévu le truc. truc. Et je comprends pourquoi ça a coûté son poste à Mattei. Hein. On n'oublie pas le principe de précaution puisque maintenant c'est l'alpha et c'est le gold l'oméga standard, de le la pratique manière, de c'est précaution, le hein. principe de précaution. Hein. Donc on C'est fait ça. des choses surdimensionnées de façon permanente dans tous les domaines. Hein. Oui. C'est tout. Hein. C'est notre mode de fonctionnement aujourd'hui.
On a Chloé qui nous demande tout à l'heure, vous avez parlé des établissements en deuxième ligne. En quoi ça consiste et quelles sont les mesures qui seront prises en cas d'épidémie en France? Alors Claude, Alors, du coup, vous les êtes concerné. établissements de deuxième ligne, c'est simple. C'est une fois qu'on arrive à une phase épidémique, là, on est encore dans une phase de contention de l'épidémie, pas la phase épidémique. Hein. On est à 10 patients malades en France, on est 66 millions. Donc, si on arrive à la phase de épidémique, la vraie, où il y aurait beaucoup plus de malades à patients, accueillir, oui. les hôpitaux, les CHU qui sont actuellement en première ligne suffiront pas à pouvoir traiter les gens qui seraient malades. Donc du coup, on va dire, les hôpitaux qui habituellement sont moins bien équipés, on dirait que ceux-là, ils vont participer au problème. Mais c'est qu'une question de réponse au nombre de patients. Il n'y a pas de différence en fait entre les hôpitaux de première ligne et de deuxième ligne. En termes de traitement, non, mais surtout qu'en plus, en termes de traitement, c'est simplissime le traitement de ce genre de patients. Visiblement, oui, c'est. Donc non, enfin, je veux dire, n'importe quel hôpital actuellement en France qui a une autorisation d'exercer comme un hôpital peut soigner une grippe, même une grippe qui se complique d'actes de réanimation. C'est pas spécifique la seule chose qui soit un peu spécifique, c'est le test pour pouvoir dire c'est du coronavirus ou c'est autre chose. Mais les symptômes que présentent les gens sont absolument pas spécifiques et vous allez les traiter de la même façon que vous traitez les complications de la grippe, de la rougeole ou de n'importe quelle virose qui se complique. Et moi, justement, une question pour notre collègue. Justement, là, cette différence entre les établissements de très haute sécurité et puis ceux de la deuxième ligne. Alors, quel est l'intérêt, en fin de compte, pourquoi on insiste sur le fait que, par exemple, sur l'Institut, la Méditerranée Infection à Marseille, on est content parce qu'on a des chambres ultra sécurisées avec pression négative et tout ça. Et donc, vous nous dites qu'en fin de compte, on pourrait très bien soigner les mêmes patients dans des chambres qui ne le seraient pas parce que tout le monde n'y en a pas. Si, c'est la même chose. On en a. Ah, vous en avez la même chose à Toulon, par exemple. Oui, d'accord. Oui. Alors, en gros, c'est quoi première ligne? Ce genre de en gros, choses. première ligne, c'est quoi? C'est on remplit d'abord ces hôpitaux-là. Alors, et si jamais ils sont pleins, on déborde sur la seconde ligne. Non, c'est pas ça. C'est que première ligne, il y a peu de patients. Donc, faut voir la logistique que ça implique, le fait d'accueillir des malades potentiellement infectants pour le personnel hospitalier, etc. Donc, on les met dans des structures qui sont très individualisées. Au besoin, on leur fait faire plusieurs kilomètres. Les gens qui habitent, je dis n'importe quoi, à Brignoles, par exemple, ils vont jusqu'à Marseille quand ils sont malades et dont on pense qu'ils ont été infectés de ce type-là. Si au bout d'un moment on en a beaucoup trop, on va dire ok, à Marseille ils vont pas pouvoir accueillir tous ces patients-là, il va falloir qu'on prenne des décisions pour que d'autres hôpitaux puissent le faire. Mais les autres hôpitaux en question, qui sont des hôpitaux donc de deuxième ligne, c'est quand même des hôpitaux dans lesquels il y a des services de réanimation performants, des services d'infectieux qui tournent et qui reçoivent des patients de cette façon-là, qui sont avec peu d'adaptation capables de faire aussi bien que leurs collègues du CHU. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du coronavirus. On va parler de maladies bien plus graves maintenant, après. Il faut qu'on va parler de la grippe saisonnière et de la gastro pour terminer l'émission. On va se faire une petite pause de quelques secondes. Juste pour terminer sur ce coronavirus, le message que vous faites passer ce soir, c'est une petite grippette. Moi, c'est mon message, oui. C'est votre message. Je crois qu'il faut se détendre sur le coronavirus. Faut se détendre. Allez, on se retrouve d'ici une dizaine de secondes. Partage, interaction, photos, vidéos, toujours plus proche de votre émission. Faut qu'on en parle sur les réseaux sociaux avec le hashtag FQEP. Alors parlons tout de suite de la grippe saisonnière la plus courante. Nous l'avons dit en introduction, ce sont des millions de personnes qui sont infectées par an. Alors comment éviter d'attraper la grippe? La même manière que pour le reste, c'est ça? On se lave les mains, tout ça? C'est quoi les bonnes pratiques? Du classique? Mesure barrière, et vous avez la chance d'avoir un vaccin, donc en plus, il faut le faire. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas vouloir un vaccin contre le coronavirus d'un côté, et puis avoir un vaccin contre une autre maladie et ne pas se le faire, et ne pas le faire en disant j'aime pas les vaccins, quoi. Surtout qu'en plus il est gratuit, je crois, pour pas mal de populations. Oui, il est vraiment gratuit, donc. Même si on doit le payer, ça va pas chercher loin, je crois. Ouais, c'est irrationnel comme tout le reste. Oui, c'est complètement irrationnel. En sachant que le vaccin contre la grippe, il est indiqué chez certaines populations, pas chez tout le monde. Mais c'est pour protéger les fragiles. C'est ceux-là qu'on veut protéger, ceux qui sont pas fragiles et qui vont avoir un peu de la fièvre et puis voilà. Et on l'a dit, 10 000 morts par an quand même la grippe en France, c'est énorme.
Alors c'est pas Par- énorme, mais par c'est rapport oui, au c'est- coronavirus, par rapport au coronavirus, je parle. Oui, c'est le plus important. Ouais. Il y a peu de chances qu'on en arrive là en France. 10 000 Non, morts. non, je il y a crois. peu de chances. Déjà, on a 2800, je crois, morts du coronavirus dans le monde. Et, Donc, et en plus, la mortalité de la grippe bouge pas d'année en année. Hein. C'est à peu près constant sur les années. Et finalement, elle se modifie peu avec l'amélioration de la technique médicale. Donc, ce qui veut dire que finalement, c'est toujours les mêmes Toujours qui pareil. meurent. Et c'est toujours pareil. C'est on a un toujours les gens profil fragiles. type en fait. Oui, mais Ouais. c'est parce Oui. que la vaccination progresse pas. On a un véritable En plus, problème, c'est que les gens ne se vaccinent pas. C'est-à-dire qu'on a vraiment 50% des gens qui doivent se faire vacciner qui le font pas. Donc on n'a pas de protection populationnelle. Et oui, on a dans Moi, les j'ai une réseaux question. sociaux qui disent beaucoup les vaccins anti-grippaux. Est-ce qu'ils sont sûrs? Et pour la plupart du temps, ils ne fonctionnent pas. Oui, Il y a on a beaucoup de beaucoup d'auditeurs commentaires qui qu'on nous a ont eu. laissé des messages comme ça. C'est une légende En disant urbaine. oui, les vaccins, je me fais pas vacciner parce que de toute façon, ça sert à rien. On Voilà, attrape quand donc, même la on grippe. Je sais pas quel épidémiologiste leur a dit ça. Donc c'est des légendes. Hein, il faut des légendes aussi dans le monde moderne. Mais donc en réalité, C'est une légende, mais que vous avez déjà entendu, je suppose. non mais je l'entends tout le temps. Donc Ouais. en réalité, le vaccin de la grippe, il marche effectivement bien mieux chez quelqu'un qui est jeune et qui a un bon système immunitaire que chez quelqu'un qui est âgé. Donc ça, faut quand même le dire. Je le dis, voilà, je suis honnête. Après, moi, je vois aussi beaucoup de gens qui ont été vaccinés et qui font quand même la grippe. Alors on va dire, ah oui, ben je Oui, voilà, suis c'est ça. vacciné. Oui, sauf que c'est beaucoup moins fort. À la place d'avoir 40 pendant 8 jours, eh ben ils ont 37-8 quoi. Ouais, c'est pas la même chose. C'est quand même plus Ils sont pas sympa. cloués au lit pendant Donc, plusieurs jours. Effectivement, ça protège pas à 100%, mais ça protège largement suffisamment pour que ça vaille le coup de le faire, quoi. Donc, Donc Ça le protège message. des complications surtout. bon, mais Oui. le message. Oui, même si on c'est l'attrape, que- on l'attrape de manière atténuée. C'est Oui, ça, oui. on Et fait voilà. une grippe atténuée, donc une grippette, voilà, comme je peux le dire, mais effectivement, j'appelle la grippe du vacciné, qui est quelque chose effectivement très courant. On a Yves qui nous dit à chaque fois que je me fais vacciner, 3 jours après, j'ai la grippe. Coïncidence ou Non, pas? il fait une réaction vaccinale, c'est autre chose, quoi. Totalement autre chose. Bon, oui. Moi, j'avais Agathe une question, du coup, vous faites que dire la population qui est censée se faire vacciner, mais c'est qui est censé se faire Eh vacciner? ben, en fait, ceux qui veulent pas choper la grippe, c'est-à-dire par exemple les militaires en mission, ben, on n'a pas envie qu'ils chopent la grippe. Donc Les on médecins, comme vous, je va suppose. les vacciner, les médecins. Mmh, les c'est une médecins. évidence. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a Les personnels soignants en général. ouais. donc les personnels soignants, mais on peut être jeune et moi j'ai des gens qui bossent et me disent je peux pas me permettre d'avoir la grippe, docteur, donc vous allez Donc, me faut me vacciner vacciner, parce que ouais. moi j'ai un taf, il faut que je fasse mon boulot. Donc voilà. Et après, ben, c'est tous les gens qui ont plus de 65 ans parce que on considère qu'après 65 ans il y a une baisse Il y a un d'immunité, c'est Il y a un évident. Plus les enfants qui sont effectivement aussi à risque parce qu'il y a À une partir baisse- de quel âge on peut pas vacciner des tout petits? Ça, on n'a c'est pas possible. l'habitude en France de vacciner Oui. les petits enfants, ce qui se fait dans des tas d'autres pays, mais nous on le fait pas. Bon, À partir de quel âge en France on fait les vaccins, vaccins de la ah grippe? ben on pourrait le faire à 1 an, hein, je veux dire au Canada c'est même avant. Hein, donc cela étant, c'est une habitude qui n'est pas la nôtre. Et en revanche, il faut essayer de vacciner les gens qui ont des traitements immunodépresseurs parce que malgré tout, même si ça fonctionnera pas de trop, c'est toujours une protection supplémentaire. Effectivement, moi je pense qu'on a fait un peu le tour de la grippe. Pour terminer le petit quart d'heure qui nous reste, on va faire focus sur une autre maladie, la gastro. On revient dans 10 secondes, même pas. Vous aimez notre émission? Faites un don sur notre site fautquonenparle.fr pour soutenir l'association Sun Media Productions. Sur la gastro aussi, on a eu énormément de réactions. On a Marc de Toulon qui nous dit gastro, tous les hivers, elle me contamine et pourtant je prends un maximum de précautions pour ne pas l'attraper. Oui, on a Véronique de Rouen aussi, on nous écoute là-bas. Pour moi, la gastro n'est pas grave si l'on arrive à bien s'hydrater, mais nos experts pourront peut-être vous le confirmer. Alors revenons sur les virus ou bactéries bien moins graves que ce que nous venons de parler et qui pourtant déclenchent une maladie que nous avons tous eue et que nous avons tous régulièrement, la gastroentérite. Et oui, la gastroentérite, on l'appelle aussi la grippe intestinale, un classique de l'hiver. Qu'est-ce que c'est? On entend souvent qu'elle soit virale, soit bactérienne. Quelles sont les différences d'ailleurs? Oui, je vois notre Wilfried. Donc en fait, la gastroentérite virale épidémique, la gastroentérite est virale. Il n'y a pas de gastro. Il n'y a pas de gastro-bactérienne? Non, ça s'appelle plus c'est pas une épidémie. Ça, c'est des toxi-infections alimentaires qui sont liées à d'autres choses. Donc les gastroentérites virales, en fait, il y a beaucoup de virus. Et là, on peut se tourner vers nos spécialistes en virologie parce qu'effectivement, on peut être
on va faire une gastro une fois, et puis après on va dire tiens j'en refais une autre, et puis encore une C'est pas troisième. la même en fait. Et c'est ben ça c'est pas la même à chaque fois. C'est comme Ah. les virus de rhume, il y en a 80. Alors C'est pour ça que les symptômes sont pas les mêmes en c'est- fonction des gastro. exactement, bien vu. Il y a D'accord. des fois où on a que les vomissements, des Oui, fois on a c'est que ça. la diarrhée, des fois Ouais. on a les deux, des fois on en a pas du tout. Enfin voilà. Ça, c'était une question Effectivement, effectivement ouais, qu'on On se pouvait se demande poser. pourquoi. Bah C'est oui, parce pourquoi que le virus est différent. En fait, il y a plein de virus de gastro. Donc c'est pas la gastro, c'est les gastro. Voilà, il y en a tout plein, comme les rhumes. D'accord. Donc un beau jour, à un certain âge, on fait plus rien, mais c'est vrai qu'il faut du temps avant d'avoir des anticorps contre tous ces virus. C'est pour ça qu'on peut en faire 2 dans la saison. Oh oui, à l'aise, 2 ou 3 ou Minimum. 4. À l'aise, oula, Sans on voit un problème. spécialiste. Non, parce que vous devez en voir tous les jours. Quoi. Oui. Ça a C'est- été vraiment, ça a été très chaud pendant. Ah ouais Il y a eu Donc, que ça pendant 2 mois. Quoi. Vous avez dit plus tard que la gastro, on l'attrape juste en se regardant. Donc, C'est limite vous, ça. ça va. Non, mais effectivement, je l'ai pas chopé parce que je passe mon temps à me laver les mains. Bah oui, Très voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de ce côté-là, je suis bon. Là. Parce Alors, que il y a là- aussi une chose, c'est qu'il y a des patients qui sont facilement affectables et d'autres qui ne le sont jamais. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi. dire pourquoi, et c'est valable pour toutes les infections. On a commencé à voir ça dans les années, fin des années c'est vrai qu'il y a 80, des gens qui. avec l'épidémie de sida, Ouais. où au début, on s'était dit, de toute façon, tous les gens qui attrapent le sida, dans les années, début des années 80, tous ceux qui ont le sida, ils sont condamnés à mort. Et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait certaines populations, notamment de prostituées de l'Afrique subsaharienne, qui, elles avaient 0 traitement, hein, Oui, bien sûr. ben, elles mourraient pas. Et c'est valable pour le virus du sida, mais c'est valable pour n'importe quelle maladie infectieuse. Il y a Est-ce des que gens c'est- qui résistent mieux, Alors, est-ce qu'ils résistent à toutes les maladies plus je pense. Ouais. Il y a des gens qui Pensez. sont plus résistants aux maladies. Alors, maintenant, Pourquoi on sait pas j'aimerais bien en être de cela. Ouais, ouais. Mais je pense l'hygiène fait énormément dans cette réponse à la maladie. Il y a plein de facteurs qui jouent, mais c'est indéniable qu'il y a des gens qui attrapent tout ce qui passe, et puis d'autres. Alors, justement, On n'est pas tous égaux. On n'est c'est pas ça. tous égaux. C'est totalement raccord avec la question suivante, parce que on allait vous poser la question, est-ce qu'il y a des personnes plus à risque que d'autres sur les gastro-entérites, on va dire. Bah ouais, l'expérience montre que oui. Il y a des gens Ouais. qui viennent et me disent encore une gastro, à Ouais. tel point que aujourd'hui je conseille, et je pratique, et je conseille aux médecins de faire de la téléconsultation sur les gastros. Parce que ça les évite de venir. Ouais. Non, mais blague à Ouais. part. La Ouais. téléconsultation, on peut faire ça depuis 1 an, c'est super pratique. C'est-à-dire que mes patients qui font des gastros tout le temps, maintenant, je leur dis, la prochaine fois, tu m'appelles, Oui, ça va pas on se vite. fait une visio. je t'envoie tout par messagerie et Le t'as- classique, non, mais habituel. ils ont besoin de Se passe 3 jours fond, d'arrêt c'est ça. et le traitement, c'est juste, tu vas manger du riz et de la purée de Le carottes. classique. Voilà. Mais ils veulent juste 3 jours d'arrêt, donc ils viennent dans la salle Et d'attente. c'est ça, ouais. Et donc, plutôt Ils que de contaminent tout le monde. contaminer les Et bien autres, sûr, c'est logique. ils restent chez eux, ça dure 5 minutes et tout le monde est content. Donc oui, Non, c'est effectivement, il y en a qui font plein de gastro. Puis comme tu disais, il y en a d'autres qui en feront jamais. Donc voilà, chacun son... Moi, je fais partie des chanceux qui, Cool. tout le monde meurt autour de moi Alors, et justement, moi, je passe à travers et je me perçois de Alors rien. justement, des gastro, il y en a plein, il y en a des plus ou moins violentes. Quand est-ce qu'on doit consulter? Parce qu'en fait, pour un gastro, Non, mais il n'y a part pas manger du besoin. riz, Voilà, en théorie. normalement, il n'y a Non, pas besoin de consulter. C'est comme une grippe, au fait, au final. Et c'est avoir un arrêt. non, c'est pour pour avoir un l'arrêt. arrêt, pour avoir un C'est arrêt de travail. Pour un arrêt de Ouais. travail, c'est que pour ça, parce qu'il n'y a pas de traitement. Ce qu'on donne, on le donne plus parce que c'était. Pour une grippe, on va donner c'était de l'argile, du mais paracétamol ou je sais pas quoi. Ouais, et encore, la fièvre, ça tue les virus. Donc c'est, en fait, on a besoin de pas grand chose, mais ils viennent que pour l'arrêt, si tu veux. Mhm. Alors, Voilà. sauf Ouais. les enfants. Les petits, Oui. Oui. qui eux risquent un de gros la risque de déshydratation. déshydratation. Oui, là, Ouais. Ouais. Là, effectivement, Je parlais voilà. pas des nourrissons Non, parce non, que voilà. là, on est d'accord qu'entre 0 et 6 mois, ça craint. Ouais. C'était la première cause de mortalité infantile. Donc, Ouais. Ah Mais- oui. Les et gastro. oui. Donc les tout petits, on est sur autre chose. Là, moi, je parlais des adultes, mais bien sûr, on fait les enfants. Et là, il y a pas de doute, faut venir et se faire examiner. Enfin, Ça- faut venir. Faut venir si on a le sentiment que l'enfant a une gastro grave. Et en gros, c'est plus la déshydratation qui va C'est ça le doit problème, alerter. surtout. Et la déshydratation d'un petit, c'est Comment on s'en rend compte? il perd du poids, il perd plus de 10% de son. Dès qu'un enfant Plus a perdu d'urine, des plus selles de- dures, par Voilà. exemple.
Des selles dures, non, parce que la gastro, c'est pas des selles dures. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ouais, cette Mais, attention, ouais. mais Comment voilà, ils se rendent c'est compte surtout la somnolence, le fait qu'il s'alimente plus, le fait qu'il ait Oui, parce que perdu c'est pas vraiment du moi poids. qui va le dire, hein, ça c'est Et voilà. clair. Donc ça doit alerter les parents. Voilà. Mais la plupart du temps, ils appellent le SAMU, ils appellent le centre 15, et à ce moment-là, on discute ensemble et on dit, j'en ai eu 5 ou 6 aujourd'hui. Mhm. Et j'ai conseillé à la maman de dire, là, il faut que vous l'ameniez aux urgences. Donc ils vont pas tous aux urgences, Non. ils vont aussi d'abord souvent chez le Ou médecin. chez le médecin, ouais. Et Ouais. c'est vrai que on les reçoit très vite, et donc c'est vrai qu'on peut aussi, on gère Ouais. énormément de gastro virales chez les nourrissons. Mais effectivement, ceux qui sont des gastro graves, c'est des enfants qu'il va falloir qu'on perfuse, parce qu'ils ont plus la force de boire eux-mêmes. Ah ouais, là, Donc bon, ceux-là, pour le coup, là c'est mais l'hôpital là, direct. on est vraiment dans Oui. quelque chose de grave et qui peut être gravissime. Alors à certaines c'est fois. rare ces cas-là quand même. Oui, c'est rare. Ouais, parce que Et pourtant, c'est des souvent millions de des enfants personnes. qui ont attendu. Enfin, c'est les D'accord. parents qui ont attendu. Les parents qui ont attendu. Oui, je veux dire, c'est que les parents n'ont pas Ils se sont prêté pas rendus attention. compte. Non, ils se rendent pas compte rendus parce que ça peut aller très que vite. Chez un petit de 3 mois, ça que dure. l'enfant allait de moins en moins En bien. 12 heures, c'est. Voilà. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est Ouais, quand peut-être même. très grave. ouais. On va pas banaliser. C'est l'histoire de la fontanelle qui creuse et tout ça, ce genre Tout à de fait. Alors là, c'est Comment vraiment. se sent c'est Oui, moche, là, là. on arrive à des enfants qui c'est- sont graves. Hein. Ah oui. Mais heureusement, c'est peu fréquent. Mais voilà, quand un tout petit a une gastro, il faut que les parents aient quand même une attention de toutes les heures pratiquement pour s'assurer que l'enfant est bien hydraté. Pour les auditeurs qui voudraient briller en société, les virus responsables de ça, c'est les rotavirus. Les rotavirus. C'est joli comme nom, rotavirus. On dit souvent que bien se laver les mains et ne pas serrer la main à quelqu'un évite d'avoir la gastro. Est-ce que c'est le seul moyen de l'attraper ou il existe d'autres vecteurs Le regard, de on l'a dit. contamination? Le regard. Non, les légumes par exemple, les aliments crus, mal lavés, c'est possible aussi ça? C'est la maladie des mains sales, la gastro. C'est ça, c'est que Ça se transmet par on l'avale, Fécal, quoi. Hein. quoi, c'est ça. Donc, Ouais, c'est une péril fécale. Malheureusement, ouais. donc c'est vraiment que par les mains. c'est à 99% par C'est pour Après, ça si qu'on on dit se de frotte serrer, le hein. visage et qu'on fait la bise à quelqu'un. Ah oui, c'est ça, ouais. j'imagine Alors je Là, pense qu'on pose qu'il des est beaucoup bactéries, des moins virus. pathologique de se faire la bise que de Oui. se serrer la main. Ça a D'accord. été démontré, chers confrères, effectivement. Ah, d'accord. Il vaut mieux se faire la bise que ça. Ou se faire coucou, sinon. Donc les Marseillais sont bien placés, donc, parce qu'on fait beaucoup plus. Et oui, parce que c'est vrai que dans le sud, là où nous réalisons l'émission, parce qu'on nous écoute un petit peu partout en France Oui. ce soir aussi, Et en Australie. oui, tout le monde se fait la bise. C'est moins contaminant Entre la hommes et bise. tout. Ouais, Alors ouais, le mieux c'est quand d'accord. même le fist bump là, le coup de poing quand on Ou le coucou, sinon. Hein, juste. Ou le coucou, mais donc mais pour pas si, choper si le on corps. veut avoir un contact physique avec celui avec lequel on met le coup de poing là sur Ouais. les phalanges. Et ça, il y a des études qui sont sorties il y a pas très longtemps qui montrent qu'effectivement il y a beaucoup moins de transmission de virus comme ça. Parce que c'est vrai que quand Faut on a éviter les l'habitude paluches. de se saluer socialement avec une marque d'affection, Mais- alors que ça soit je serre la main, je fais la bise, je frotte le nez comme les Oui, comme les Groenlandais, Esquimaux. ou quoi. Mm. C'est difficile tout d'un coup de dire ah bah non, je te Mais pourtant, plus. quand on se fait la bise, on a l'impression d'être plus proche de la personne que quand on se serre la main. et ne vous pourtant, embrassez pas non. sur la bouche. On a les mains plus Non, sales bien que sûr. le. Et on a que le visage. beaucoup, oui c'est ça. Ouais. On se met plus les doigts dans le nez que les joues dans le nez. Ouais, c'est possible. Ouais. Eh ben, donc faut bien faire attention à ça. Et la gastro, on l'a bien plus que le coronavirus, c'est clair. Non, mais c'est vrai que de toutes les maladies dont on a Mm. parlé, c'est la gastroentérite virale du nourrisson qui est le seul vrai problème dangereux. Ah quoi. oui, la vraie- Dans tout ce qu'on la a vraie parlé, grave. Dans dans tout cette ce qu'on a émission. dit là, je veux dire, le seul truc qui La vraiment déshydratation qui du peut être nourrisson. grave et qui peut tuer, hein, et vite fait, c'est la gastroentérite du nourrisson. C'était Grippe justement, pour terminer, une des dernières questions de notre préparation, autour de la déshydratation, Ouais. justement. Comment on peut lutter contre ça, à part faire boire beaucoup d'eau à son enfant? Le jus de pomme. Jus de pomme? Les Ouais. dernières études de l'OMS ont montré que la meilleure soluté de réhydratation pour les petits, c'est le jus de pomme. Ah oui. À moins Parce de qu'ils 6 aiment mois. bien. Ouais. Parce que c'est sucré. Ils aiment. Alors, en tout cas, de tout ce qui a été essayé, et je parle pas des solutés de réhydratation qui sont excellents pour la réhydratation, mais imbuvables pour les enfants. Ah, ils aiment bien quand même.
Enfin, moi, je trouve que quand ils sont déshydratés, ils y arrivent, quoi. Ils font pas les malins. Il faut qu'ils soient vraiment déshydratés. En déshydratation, mais ils y arrivent. pour éviter la déshydratation, moi je conseille toujours aux gens, faites-leur boire, mais ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait de l'eau qui rentre, quoi. Hein. Ouais, mais le jus de pomme, bien. Du liquide, et donc le jus de pomme a été élu meilleure qualité de réhydratation. Peut-être pas du coca quand même. Après, Non, c'est ça, dans les gens du quand monde, même on pas. parle du coca beaucoup. Ouais, le coca, pourquoi pas. Non, mais le après, coca, c'était Alors, ça, simplement. est-ce que c'est vrai, ça? C'était juste en Afrique, simplement parce qu'en Afrique, ils avaient que ça. Et Oui. donc, c'était le seul truc propre en Afrique, c'était le coca. Voilà. Bon, nous, on a du jus de pomme, donc on n'est pas obligé de prendre Non, du parce que coca. est-ce que c'est vrai, ça, quand on a des maux de ventre, etc., avec la gastro, qu'il faut boire du coca? Non, Bah, ça, pas c'est plus un mythe. que c'est un mythe. n'importe quel C'est n'importe un quoi. mythe complet, ouais. C'est un mythe. Ok, parce donc que ça sert à Ça rien de nous garder amène- une canette de coca, Cela Pepsi, on dit- va en citer plusieurs, Ah, non. ou soda. Ça a réhydraté les Africains quand ils faisaient des C'est juste qu'ils avaient pas une eau des- contaminée, des quoi. dysenteries, parce que au moins le produit était propre, quoi. C'est tout. Donc, comme au Moyen-Âge, on buvait de la bière, faudrait donner de la bière aux nourrissons, c'est ça? Attention, Alors- il y a une bière qu'il faut pas boire en ce moment. Vous avez tous vu, hein. Ah oui. La Corona. Hein. On fait pas de la pub pour cette bière, la pauvre, mais là, c'est franchement du n'importe quoi. C'est un peu la conclusion de cette C'est émission. pas mal comme conclusion. C'est pas mal, c'est Donc, improvisé. Mais on improvise total, effectivement. Bah justement, il nous reste 2 minutes. On va faire un petit tour de table pour vous remercier d'être venu participer à cette émission. J'espère qu'on a éclairé les auditeurs, hein, Mylène. Bah, j'espère aussi, j'espère qu'ils sont Qu'on les a surtout rassurés. rassurés parce que Ouais. oui, c'était vraiment l'inquiétude qui Mais dominait oui, dès le début de la préparation de notre émission. C'est ça. On va faire un petit tour de table. Nous recevions donc Agathe Coleman. Donc vous travaillez dans le groupe de Chantal Abergel, directrice du laboratoire de l'IGS Information Génomique et Structurale au CNRS à Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous. On avait Jean-Michel Claverie, docteur en sciences, professeur et praticien hospitalier émérité au CNRS de Marseille. Merci, bonsoir. Merci. Vous êtes aussi quand même vice-président et cofondateur de la Société française de virologie. Non, on va faire la totale. Et vous êtes, on l'a vu, spécialiste des virus dans l'environnement. Et vous travaillez aussi dans le groupe de Chantal Abergel. Merci beaucoup. On avait aussi donc le docteur Claude Duranceau. Vous êtes praticien hospitalier au sein du pôle SAMU Urgence de l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Merci beaucoup, Claude. C'était un plaisir. Mais nous aussi. Et puis, enfin, on avait Wilfried Guardigli, qui est médecin généraliste à la Seine-sur-Mer, représentant l'Union régionale des médecins libéraux. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous. merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, très nombreux, et même de l'étranger. On a eu des commentaires, des gens qui nous demandaient de traduire la vidéo, Mylène, Oui, du aux Pérou. États-Unis, au Pérou, Savoir en si on pouvait faire Australie. la traduction live, on vous montrera, c'est assez bizarre. Enfin, voilà, allez, on se donne rendez-vous à la prochaine. À ciao. À bientôt. Bye bye.